Émission 701. Cette semaine, la conquête du cosmos. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Toutes les cultures. Benoît Mercier au micro et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres ne se tannent pas. 701, faut croire qu'on se tanne pas. Puis ils ont crissement chaud aussi, je veux dire en partant là. Colin, man, wow, ok. Je vous les présente à l'instant. Le premier... On est crissement chaud aussi. Oui, ça c'est vrai. On est chaud. Est le maire du multiverse. Simon Chenier est avec nous. Salut, Simon. C'est moi. Savez-vous aussi, en plus d'être le maire du multiverse, je suis le maire qui rentre dans le cul des sergents de police dans les films d'action. Parce qu'à chaque fois, tu as les sergents de police qui disent il y a le maire qui me... J'ai le maire dans le dos, là, qui arrête pas d'appeler à savoir comment ça se passe avec cette enquête. Calling up my ass. Puis ben, c'est ça que je fais aussi. Mais dans plusieurs dimensions. Fait que ça fait beaucoup de cul dans lequel je... Bon, on commence avec ça. Hein? C'est toujours le premier choix de quelqu'un. Pourquoi je suis allé là, je sais pas. Je sais pas. J'essaie de... une grosse tantôt. T'essayes de partir la machine. Je comprends. Écoute, je respecte ça. T'es un artiste. Il faut que tu trouves ton groove. OK? La dernière croit au bénéfice de l'exploration spatiale, surtout le programme Marilunaire. Marilyn Brisebois est avec nous. Salut Marilyn. Allô, écoute, Ben. Il y a des journées qu'on n'est pas inspiré. Hein? Fait que ça t'a aujourd'hui... pris 1 an à faire une joke de lune avec mon nom. Fait que c'est pas si pire. Un an seulement? Okay. La dernière à date d'il y a 1 an? C'est ça? Ben non, je pense que c'est peut-être la première fois. Fait que bravo. Ça fait plus qu'un an que t'es au show. C'est ça, ça fait plus qu'un an que t'es là. Fait minimum 2 ans là, que t'es là régulièrement, Marilyn. Oh my God. C'est comme ça que ça fonctionne. What am I doing with my life? Welcome to my world. Ouais, Simon, ça fait genre 12 ans qu'il est pogné là. Il a signé pour une journée, puis là, il est rendu là. Il est comme dans Traboulidon. Oui, c'est ça. Référence vieille même pour moi. Fait que... Ouais, moi aussi. Je viens d'en perdre une coupe. coupe. 40 ans. Demain, laisse-moi une coupe d'heures. Là. Je prends le temps de saluer les gens qui nous écoutent en direct. C'est normal si je défocus. Ma caméra a perdu tous mes settings, mes paramètres juste avant de commencer le show. Puis c'est tellement intuitif, ces menus-là, que j'ai pas eu le temps. Là. Fait que finalement, vous allez endurer le grain sur mon beau nez. Faites dans des jokes en live là. Donc on est diffusé sur Twitch, Facebook et YouTube simultanément. Je suis un peu moi aussi la tête dans le cul parce que je sais pas pourquoi j'étais pas habitué de boire de l'alcool, puis samedi on a fêté ma fête à l'avance et ça a complètement pété mon système. Pourtant j'ai pas pris de cuite rien, mais aujourd'hui là, c'était très difficile de travailler là. Un petit peu en diagonale. Ouais. C'est vrai ce qu'on dit les jeunes, que plus ça va, avant, pour de vrai, dans vingtaine, tu te lèves à 7 heures le lendemain matin, tu as dormi 3 heures, il n'y en a pas le problème de maintenant, prends 3 jours, te remettre. It's a real thing. Ça a l'air que oui. Ça vient avec le quarantaine starter pack. Il a fallu que je commence avec une cuite qui a de la misère à s'en aller. Sinon, ben c'est ça, 40 ans demain. C'est le dernier show dans ma trentaine, ma grande trentaine, là, c'est ça. Fait que, ouais, grosse pression. Écoutez, juste avant de commencer, parce que j'ai oublié de remercier les gens la semaine passée durant notre 700e épisode, et je voulais remercier Jean-François Bernard qui a fait les plans pour le studio qu'on a perdu durant la COVID, mais qui avait fait à la base la structure en plan. J'ai oublié de le remercier. J'ai également oublié de remercier Richard et Éric Piccoli, donc tenez-vous remercier, messieurs, pour les gens qui tombent peut-être sur les mystérieux étonnants durant la 701e épisode. On vient de célébrer 700 épisodes et durant la semaine dernière, on a remercié les gens. On a aussi passé des extraits de témoignages que vous nous avez laissés, de questions que vous avez laissées, mais il en reste beaucoup. Donc, au cours des prochains épisodes, dont celui-ci, on va passer des extraits qui ont été laissés dans le backlog pour question de passer au travers. Donc, soyez pas surpris, les gens disent « pour votre 700e, félicitations, blablabla ». Mais comme vous avez laissé pour 1h15 de témoignages back-à-back, on s'est dit, on va pas laisser ça pourrir dans les archives numériques. On va les faire passer durant les émissions. Donc, cette semaine et probablement la semaine prochaine et sans doute l'autre après, sans saturer le show,
vous allez avoir des extraits de messages que vous nous avez laissés. Donc, si vous n'avez pas entendu votre message la semaine dernière, il risque de passer soit aujourd'hui ou au courant des prochains épisodes. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Voilà. Ça va bien, vous autres? Oui, correct. Oui, oui. Humide. Oui, bon, c'est ça. Écoute, ça commence, là. L'été commence là, dans l'humidité. Là. Fait qu'on va se laisser un petit break. Là. On va y aller en nouvelles cette semaine. Vas-y, mon petit Simon, qu'est-ce que moi, tu sais, je peux évidemment vous parler des sorties Blu-ray de la semaine. Ben oui, c'est un classique. Cool. Fait que je pense que je vais y aller avec ça. Cette semaine, c'est pas une grosse semaine. Mhm. En tout cas, de ce qui m'intéresse, moi, il n'y a pas grand-chose, mais je peux quand même vous en parler de quelques titres. Là, il faut juste que je replace mes notes parce que je me rends compte que j'ai pris tout ça perdu. Ouais. Mais ça s'en vient, et voilà. Ben, il y a un professionnel. Écoute, hey, on fait ça comme show. 701 show. Ah ouais. Débile. La première sortie que je vais vous parler, c'est une sortie double, en fait, 2 films sur un Blu-ray. Le premier film, il y a des chances que vous le connaissiez, c'est Toy Soldiers, qui est un film avec Sean Astin et Will Wheaton qui sont dans une école, un genre de école privée, ou en tout cas... comme comment qu'on appelle ça? Un pensionnat. Ouais, c'est ça, un pensionnat. Le pensionnat se fait prendre en otage par des terroristes, évidemment. C'est un peu ça, l'histoire. C'est réalisé par Daniel Petrie Jr. Le meilleur. En tant que réalisateur, pas grand-chose de connu, mais c'est lui qui a écrit, entre autres, Le flic de Beverly Hills. Oh. Ah, wow, quand même. Ouais. C'est une place importante dans la cinématographie de plusieurs. Donc, Ouais, quand même. Wow. Donc, c'est ça. Aussi, ça met en vedette Louis Gossett Jr. et Andrew Divoff, qui était le gars qui mourrait pas dans Lost. Ah, oui, c'est OK. Oui, c'est le gars qui est sourcil parfait. Là. Non, pas celui qui est immortel. Celui que à un moment donné, il explose, puis il revient, il se fait tirer dessus, il revient, il était comme, puis il n'y avait aucune explication. Ah, oui. Fait que c'est ça. Et l'autre film, ça s'appelle December, c'est sorti en 91, la même année que Toy Soldier. Et là, c'est encore avec Will Wheaton. Donc, c'est comme un doublé Will Wheaton. Will Wheaton, qui était Wesley dans Star Trek. Exact. Oui. Donc, le Google Translate va comme suit. Situé dans une école préparatoire de la Nouvelle-Angleterre le lendemain de Pearl Harbor, 5 amis proches doivent choisir de rester à l'école ou d'aller à la guerre. Leurs décisions se choquent et se choquent mutuellement, car ils doivent grandir plus vite qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Donc, c'est ça, hein? La guerre, hein? La guerre. Pour se faire mal. Tu grandis plus vite que tu l'avais imaginé. C'était-tu avant ou après Stand By Me, ça? Ça, c'était après. Il était comme un peu ado, là. Ouais, c'était pas longtemps après Star Trek. Stand By Me, c'est genre 85. Puis, je pense qu'il était... Il devait être en train de faire Star Trek, justement. Ouais, sinon il devait être sur le bord. Ouais. Prochain film, un film qui s'appelle Scream. Et non, ce n'est pas le Scream de la franchise Scream. Full métal, les références métal. Non. C'est un film de 1981, aussi connu sous le nom de The Outing. C'est réalisé et écrit par un certain Byron Kissenberry. Et ça met en vedette Paper Martin. Pas Paper Mario, mais Paper Martin. Oui, c'est que je me disais Paper Mario avant que tu le dises. Hank Warden, Ethan Wayne, Anne Bronston, Julie Marine et Nancy Sainte-Marie. Ça me dit absolument rien, ce film-là. La Google Translate, c'est un groupe d'amis en rafting sur une rivière s'arrête dans une vieille ville fantôme pour passer la nuit. Bientôt, leurs radeaux disparaissent, puis ils commencent à être éliminés un par un mystérieux tueur. Donc, ça leur apprendra à faire du crise de rafting. Effectivement, ça finit jamais bien. Hein. Tu peux pas louer un chalet comme tout le monde à la place. C'est pas une bonne idée. Non. Le prochain, c'est un film qui s'appelle The Awakening de 1980, mettant en vedette Charlton Heston et Susanna York, et réalisé par Mike Newell, qui a fait entre autres Donnie Brasco, For a Wedding and a Funeral, et un des films préférés de ma mère,
je le dis parce qu'elle écoute. Amazing Grace and Chuck, où un petit gars qui joue au baseball décide de faire la grève de jeu pour que le gouvernement désarme leur pays de bombes nucléaires. Puis là, il se fait aider par un joueur de basket professionnel. J'ai aucune idée si ça a bien vieilli, mais c'était traumatisant quand j'étais jeune, juste l'idée que les bombes nucléaires existaient. C'est comme empêcher les extraterrestres de t'envahir avec une game de basketball, avec des cartons. Oui, c'est la même chose. Même affaire. Même affaire. Mais, oui. Ah, ben, juste une petite question là, avant que tu ailles plus loin. Nom de ta mère, c'est-tu Marie? Non. Christiane Hogg. Ah, mais, OK, elle m'a écrit. Il m'a écrit sur Instagram, puis je savais pas c'était qui. Puis là, comme j'ai pas répondu, elle l'a pas vu que je l'ai vu. Puis là, je me suis dit comme, mais c'est qui ça, Colin? Elle connaît Simon, genre, mais je sais pas c'est qui. Ben, c'est ça. Quand elle m'a dit qu'elle allait t'écrire, je me suis dit, peut-être qu'il saura pas son nom. Non, tu sais, moi, c'est Chénier dans ma tête, là. Madame Chénier, mais c'est pas ça, là. Mais bon, ben, merci. Oh, ta maman! Je me demandais c'était qui. J'étais comme, mais je suis sûr que c'est quelqu'un que je connais, mais j'arrive pas à parce qu'elle a des lunettes fumées sur sa photo. Ouais. Je vais te sûrement une photo de golf. Là, ouais, c'est quelque chose de même. Ouais, mais c'est ça. Le Google Translate, c'est un archéologue américain est en Égypte avec sa femme enceinte à la recherche de la tombe d'une reine égyptienne disparue depuis longtemps. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça pendant que ta femme est enceinte. Non. Au même moment où il découvre le tombeau et ouvre son seau maudit, sa femme accouche de sa fille. Arrêtez d'ouvrir des tombeaux! Surtout quand ta femme est enceinte à côté. Des années plus tard, il s'avère que l'esprit malveillant de la reine égyptienne a quitté la tombe juste au moment où il entrait et possédait sa petite fille. Je l'ai vu venir, moi. Ben, tu penses? Alors que la vérité devient claire, bravo, l'archéologue se rend compte qu'il doit détruire sa fille dans un rituel cérémoniel avant qu'elle n'utilise ses pouvoirs impressionnants pour menacer la sécurité de l'humanité. C'est un gros mandat, pareil. Hein. Ouais. On dit que les relations père-fille peuvent être conflictuelles. Puis... il y a 4 auteurs, mais un des 4, c'est Bram Stoker. Quoi? Fait que c'est basé sur une histoire de Bram Stoker. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pas lui qui est revenu entre les morts pour dire je vais écrire un scénario hollywoodien. Ouais. Charlton Heston, là, on pourrait le voir là-dedans, le rôle d'un archéologue. C'est ça. C'est le même qui parle. C'est comme ça qu'il parlait. Ouais. Bram Stoker. Prochain film, c'est Sphinx, et non pas Le Sphinx avec Marc Messier. Qui est très mauvais. Mais particulier, oui. Sphinx de 1981 avec des gens. Oui. Quelques acteurs. Habituellement, il y a des gens. Oui, ben c'est ça. C'est rare que c'est juste des animaux comme tu sais le film là, de le chat puis le chien là, Tom and Jerry. Là. Ah, le chat et le chien japonais. Les aventures de quelque chose. Là. Wow. Laurent va le savoir. Il y a un peu. Oui, on y demandera. Il y a sûrement quelqu'un dans le chat aussi là, qui va me le dire. Oui, qui va dire. Comme ça, si tu te souviens pas de ce classique japonais, puis là, ils vont nous envoyer promener pendant. Comme ça. Moi, je vous parle du classique Sphinx, pas du classique sur des animaux qui se promènent. Oui, c'est ça. Le Google Translate, c'est une jeune anthropologue déterminée à découvrir un indice. Attends, la phrase n'a pas de sens. Wow. Un jeune anthropologue, donc, tu vois déjà, j'ai mal lu ça, déterminé à découvrir un indice menant à une tombe royale oubliée depuis longtemps. Il ne tient pas compte de l'idée que le dernier trésor non découvert de l'Égypte peut porter une malédiction. Et peut-être qu'il peut y avoir des marchands noirs désireux de maintenir l'illusion d'une telle malédiction. Peut-être. D'une manière aussi terrifiante que n'importe quelle ancienne légende effrayante. C'est des mots ensemble qui veulent résumer une histoire d'un film. Qui fonctionne plus ou moins bien. On dirait un épisode filler de saison 1 de Buffy. Oui, la saison 1 de Buffy, elle a son charme. Mais c'est réalisé par Franklin J. Schaffner, qui a fait entre autres Peyton et La planète des singes. Fait que, ça doit être quand même pas super. J'ai ça pas mal, La planète des singes. Les vieux ou les nouveaux? Les vieux, je sais pas grave. Voyons donc. Je trouve ça trop long. Dr. Seuss. Oui, mais ça, c'est des Simpsons. c'est pas dans La planète des singes comme tel. C'est un peu dole, les vieux. Voyons donc. C'est considéré un classique, mais des classiques, mais je sais pas. Ça marche pas avec moi. C'est du vieux cinéma. C'est sûr que c'est pas...
C'est pas Action Pack. C'est ça. C'est pas du Christopher Nolan, là. Ben, Qui t'explique toutes les affaires, là, tout le temps. à travers du montage, Ouais. la temporalité incertaine. Ouais, puis des personnages qu'on s'en fout. Puis... T'es comme, oh shit, c'est une très bonne idée de donner l'explanation, toute l'explication à Mark O'Kane parce que tu comprends pas quand il parle. Ça. Parlant de Michael Caine, je vais vous parler d'un autre film qui n'a aucun lien avec Michael Caine. Le film, celui qui m'intéresse le plus dans le lot cette semaine, c'est le film Body Slam, une comédie de 1986 réalisée par Al Needham, qui est un cascadeur très connu à Hollywood, mais qui a aussi réalisé des films comme Smokey and the Bandit puis Cannonball Run, donc des films avec bien des cascades et tout ça. Et là, ça met en vedette Dirk Benedict, Tanya Roberts et quelques lutteurs, dont Roddy Piper et Lou Albano. Parce que oui, c'est un film dans l'univers de la lutte. Oui, ben, je reconnais certains noms. Là. Oui. Donc, voici le Google Translate. C'est Mr. Harry Smilak est un directeur musical malchanceux qui a du mal à attirer des talents et à réserver des concerts pour son groupe Kicks. Le plus récent concert est une ouverture de Dairy Queen. Lorsqu'il prend des dispositions pour une campagne de financement, il prend Rick Roberts, un lutteur professionnel, puis un musicien et l'engage. OK, je sais pas si c'est un lutteur et un musicien ou il prend un autre gars. En tout cas, à ce moment-là, il devient manager de lutte et commence à réserver des matchs pour lui et son coéquipier Tonga Tom. L'équipe est un succès et Harry décide d'amener ses catcheurs et son groupe dans une tournée rock and wrestling. La tournée est un succès et Harry ressent ce que c'est que d'être à nouveau un gagnant. Donc voilà, on a tout le film. Est résumé. Oui. Un film plein d'espoir. Mais ouais, tu sais, les années 80, on commençait à faire des films avec les lutteurs. Il y a celui-là, il y a le film qui s'appelle Bad Guys, puis à un moment donné, il y a eu No Holds Bar avec Hulk Hogan. Fait que c'est dans cette lignée-là. Rapidement, juste dire que... Monsieur Nounou, oui. Hein? Mais elle a dit Monsieur Nounou. Ah oui, ben oui. Monsieur le Nounou, classique de Hulk Hogan. Ouais. Juste rapidement dire que les 4 Indiana Jones sortent en 4K, ainsi que Last Action Hero et Godzilla vs. Kong. Donc, déjà? Ouais. Colin. Bon. Ben, écoute, ça va valoir la peine parce que je sais pas. Genre en 4K, Godzilla vs. Kong, j'aimerais ça. J'aimerais savoir ça. C'est sûr. Ça vaut la peine. Hey, je vais essayer de rajouter. Moi, je l'ai jamais fait. C'est Étienne qui l'a fait la semaine passée. Un extrait tiré des témoignages que vous nous avez fait parvenir pour la 700e. J'ai jamais fait ça avant. Fait que j'ai aucune idée comment ça va fonctionner. Attendez, bougez pas. Comment il a fait ça? J'en ai aucune idée. Ben écoute, vas-y Marilyn, je vais fouiller pendant ce temps-là parce que j'en ai aucune idée. Je pensais que ça pouvait fonctionner, mais là, je sais même pas comment il s'est pris. Simon, écoute-moi. Là. Oui. Putain, c'était avant. Ben oui, mais là, à un moment donné, non, excusez. ça va. Sans problème. Sinon, on en mettra l'épisode prochain. Là. On a bien des réserves. Ouais. Il y a Black Arts Records et Z2 Comics, donc Black Art Records, qui est la maison 10 de John Jett, qui lance un roman graphique, en fait, un comics anthologie graphique pour, attention, les 40 ans de l'album I Love Rock and Roll de John Jett. Okay. Moi, j'ai déjà vu John Jett au Vans Warped Tour. C'était bizarre, mais j'étais très contente. On était 4 vieilles personnes à connaître la tune et être vraiment contents. J'étais quand même contente qu'elle soit là, sinon je serais peut-être pas allée la voir juste tout seul comme ça. Donc, c'est une série, en fait, d'illustrations et de petites histoires basées sur 20 chansons tirées de l'album I Love Rock'n'Roll et de Bad Reputation, qui était juste avant, en 80. Et c'est un produit fait seulement par des femmes. Donc, les artistes, c'est des femmes. Ils vont parler aussi de d'autres chanteuses, d'autres musiciennes, mais également le marketing, le records, adjointe administrative, c'est que des femmes, pour montrer comment John Jett a voulu qu'elle travaille fort en tant que femme dans un milieu d'hommes et qu'elle a brisé des barrières, elle a ouvert la porte à bien des femmes et qu'elle est
elle est encore là, donc elle est encore relevant. Et donc, ça va sortir en novembre 21. Il y a la pré-vente qui est déjà ouverte. Il y a une version de luxe et super de luxe. Donc, on peut avoir des prints, il y a des pics de guitare, il y a de la merch, il y a des tote bags, tout ça. Okay. Et il y a 40 platinum de luxe. Ça vient avec une guitare. Tabarnak. Epiphone Okay. guitar. Et il y a comme un certificat. Donc, tu sais, il y en a 40, je ne sais pas c'est combien, là. Mais un objet de collection. Donc, vous pouvez déjà la pre-order. Je suis allée regarder un petit peu, les illustrations sont super belles. Donc, c'est vraiment comme un bel objet de collection. Et c'est donc, tu sais, c'est une anthologie graphique, mais c'est aussi un objet historique un petit peu, là. Donc, il fallait le précommander sur Z2 Comics. Bon, écoutez, j'arrive pas à trouver, là. Pourtant, c'était super simple. J'ai écrit à Étienne, au pire, on fera ça plus tard, mais j'ai en masse de nouvelles parce que je voulais... quand j'ai su que Jake n'allait pas être là aujourd'hui, j'ai comme pogné quelques nouvelles quand même assez cool, dont certaines concernant le prochain Evil Dead. On sait que la franchise avec Bruce Campbell fait dodo depuis 2018 environ. Il y a eu Ash vs. The Evil Dead, qui était la série télévisée avec Bruce Campbell, qui a pris fin. Ça avait été diffusé de 2015 à 2018. Mais on savait que l'univers allait continuer à exister sur une certaine forme et qu'il y avait un film qui était en développement qui s'appelle Evil Dead Rise. Donc, qui se passe dans le même univers, qui est une suite dans le sens qu'on est dans le même succession d'événements, mais ça va pas mettre en vedette Bruce Campbell. Et là, finalement, on a quelques détails. Le film va sortir directement sur HBO Max. Donc, ça, c'est ce que Warner fait depuis quelques temps, depuis la pandémie. Ça semble être quelque chose qu'ils veulent garder pour un certain temps parce que le film n'est pas tourné encore. Et on peut s'imaginer qu'en ce qu'on l'espère d'ici le tournage et la sortie éventuelle, on va avoir fini avec cette pandémie-là à un moment donné, là, où ça va être beaucoup plus contrôlé. Mais le film va sortir directement sur HBO Max. Pas de sortie en salle pour l'instant. Donc, pas une sortie combinée cinéma et HBO Max. Ça va être encore produit par New Line Cinema qui a produit les 3 premiers films de la franchise, plus le remake. Il y a 40 ans de ça, c'est sorti en 81. Sam Raimi va être aux commandes, mais pas en tant que réalisateur cette fois-ci, mais il va produire aux côtés de Bruce Campbell, qui va également produire le film, et un producteur qui s'appelle Robert Tappert, qui était aussi producteur sur tous les films de Evil Dead depuis ses débuts, il y a environ 4 décennies de ça. C'est quand même assez exceptionnel. Cette fois-ci, le film va mettre en vedette un duo de femmes qui jouent des sœurs qui se retrouvent dans des situations où justement les Deadites, donc les zombies, vont venir foutre le bordel. On parle d'une actrice qui s'appelle Alyssa Sutherland et Lily Sullivan. Ce sera écrit et scénarisé par Lee Cronin, qui vient de sortir sur Netflix le film The Hole in the Ground. Justement, en parlant avec Jake tout à l'heure, on m'a dit que c'était un super bon film d'horreur. Donc, cette personne sera à la barre en tant que réalisateur et scénariste du film. Donc, Evil Dead, si vous êtes dans un fossé depuis les 40 dernières années, ça a commencé en 81 avec The Evil Dead. Il y a un 2 qui est un genre de remake qui s'appelle Evil Dead 2 en 87. Il y a eu Army of Darkness en 1993 et la série Ash vs. The Evil Dead de 2015 à 2018, ce qui a mis en fait fin à la participation de Campbell. Bruce Campbell ne veut plus participer pour l'instant en tant que Ash dans les films. Il y a une refonte aussi qui était sortie en 2013, réalisée par un certain Fede Alvarez, qui a fait aussi le film Don't Breed, que j'avais bien aimé, qui est un bon film d'horreur qui avait joué à Fantasia. D'ailleurs, Jack avait pas eu, ou toi avait eu une histoire de brosse avec. Ben, c'est parce qu'il était venu il était venu clôturer le festival, je pense, en 2013 ou 2014, je me souviens plus. Il était venu aussi, à Fantasia. Ils ont fermé le festival avec son film. Et moi, je travaillais déjà là, mais pas comme animateur du show de ma TV, mais je pense que j'étais là pour gestionnaire de communauté. Et on a fini le party avec le staff dans un bar pas loin de l'Université Concordia, où est-ce qu'il y a Fantasia. Et Jake était venu nous rejoindre et il a fini à faire des shots avec Jake en fin de soirée et à jaser très intensément de je sais pas quoi, mais je me souviens qu'à la fin, je m'étais retourné et Jake et lui se faisaient un beau gros hug. Donc, What's new? What's new? Fait que il y a eu un ami chez Hollywood et c'était le réalisateur du remake de Evil Dead. En parlant de personnes pour lesquelles on voudrait jamais de Evil Dead ou plutôt de remake, c'est notre ami Laurent Boutin. Salut Laurent. Je pensais que c'était en parlant de quelqu'un à qui on voudrait faire un gros hug. Ben oui, c'est vrai. Oui, merci. aussi. Ben oui, c'est vrai. Écoute, on s'est retenu en plus en fin de semaine quand on s'est vu. Tout le monde a été relativement sage. Oui, Presque tout le monde, je crois c'était que tough. c'était très difficile. C'était tough. C'était très difficile. Ouais.
Salut mon Laurent, écoute, qu'est-ce que tu as à la main, là? C'est quoi ce verre? C'est un gros verre de Ricard. Tabarnak! OK, on est mieux d'accélérer le tout parce que tu finiras pas le show. Tabarnak. Mais non, mais c'est ça qui est formidable avec ça. C'est d'un, ça goûte l'été et c'est très rafraîchissant. Mhm. De deux, tu sais, là, quand t'es dans un party et t'es comme, il faut que je pense à boire de l'eau. Pas besoin avec ça, l'eau est dans ton drink déjà. Genre, tu restes hydraté en même temps. À cause des glaçons? Ah ouais. Ben oui, puis je veux dire, il y a beaucoup d'eau là-dedans aussi. C'est une excuse alcoolique, Tu ça, mets- tu le sais. Hein. Tu mets une petite quantité d'alcool, puis tu mets de l'eau, puis là, ça Ouais. se mélange, puis t'es comme... C'est ça que je me disais, moi aussi, avec mes gin tonic. Comme il y a du tonic avec le gin. Ouais, mais c'est plus ou moins vrai. Il y a des Oui, fruits, mais il y a on des sait livres tous comment t'es doses, tes gin tonic. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qui c'est ça? Puis qu'est-ce qu'ils disent? Puis qui mange de la marde? C'est qui, ce monde-là? Wow! C'était juste Manifestez-vous. moi, là, fait qu'à guess que je vais manger de la merde. mais non. Mais c'est drôle que t'en Épisode parles. 702. C'est drôle que t'en parles parce que j'ai bu pour la première fois depuis 1 mois et 4 mois et 1 semaine samedi, puis ça m'a vraiment rentré dedans. J'étais comme pas Tu habitué. m'étonnes. Et aujourd'hui, puis j'ai pas bu tant que ça pour vrai. Je suis resté très sage et aujourd'hui, je suis un peu off. Ça a été vraiment difficile de travailler. Ah oui, encore. Oui, dites-moi pas que c'est l'âge. C'est le système qui est pas habitué. C'est le système Ça s'en venait, là. Ouais, je sais, je la sentais venir, là, cette joke-là. Mais ce que j'ai aimé du party, c'est que il y avait quand même. Tu sais, plus ça allait, plus il y avait des gens. Puis là, ça fait qu'au début, c'était un cercle qui s'agrandissait. Puis à un moment donné, ben là, c'est devenu plusieurs cercles Plusieurs cercles. parce qu'on n'avait pas le choix. Mais Mais ouais. la Ouais. preuve que plein de monde voulait y aller à ton Ben oui, ben j'étais bien agréablement surpris parce qu'il annonçait de la pluie, puis il a plu un peu, mais écoute, on l'a enduré, on l'a confronté, puis j'étais bien content de voir tout le monde. C'était la première fois que je voyais autant de personnes depuis 1 an et 4 mois. Écoute, même l'année passée, on a eu mon anniversaire, mais quelques personnes seulement qui sont venues. Puis là, j'étais vraiment, ça m'a fait du bien. Fait qu'en espérant qu'on n'a pas attrapé de quoi. Moi, je comprends que j'ai manqué Simon dans cette histoire-là. C'est ça qui me rend. Oui, t'es arrivé plus tard après ton Ouais. shift. Simon était déjà parti. J'étais arrivé au se début, sauver. par exemple. Mhm. Il était dans le tout début. Notre club d'amis, Étienne et Steph étaient les premiers. Et après ça s'est agrandi très rapidement. Mais merci à tous ceux et celles qui sont venus. Je sais que il y a beaucoup de nos amis qui écoutent le show. Alors, je les remercie encore une fois. C'était vraiment cool de vous voir. Puis bientôt, ben, on va pouvoir tous licher la face. En parlant de personnes qui lichent des Assez faces, hâte. Laurent Boutin, Yes! C'est moi! c'est toi et ça. Fait que, qu'est-ce que tu avais comme Je suis nouvelle? reconnu pour ça. Ben, oui, c'est vrai. Un petit peu. Ça s'en vient. Qu'est-ce que tu avais de ton côté? J'ai une nouvelle triste de quelqu'un de mort. Bouh. Ah bon, OK. Benoît Socal, ça vous dit-tu quelque chose? Non, le seul Benoît qui compte à mes yeux, c'est celui qui parle en ce moment. Oui, C'est un- mais lui, il est pas mort, Ah, ben, pas pour l'instant. Hein? je pense. Oui, c'est un quoi, Simon? Est-ce que c'est un auteur de bande dessinée? C'est un auteur de bande dessinée, entre autres. En fait, il n'a jamais vraiment arrêté de faire de la bande dessinée. Je dirais que dans les dernières années, c'était plus ce que c'était, mais c'était un gars qui avait fait cette série-là ici, l'inspecteur Canardo, dont les premiers volumes sont encore à ce jour dans les trucs les plus glauques et fondamentalement déprimantes que j'ai lus de toute ma vie. Ça a beaucoup changé ma vie à l'adolescence. J'étais comme, wow, on peut faire ça. J'ai vraiment, genre, je finis un livre puis j'ai le goût de me flinguer. Wow, ça te donne le goût. Non, écoute, c'est rare que ça arrive. Tu sais, vivre des émotions, des fois, c'est cathartique. Ouais. Monsieur Socal aussi, il était très reconnu dans le monde du jeu vidéo. Plus tard, c'est lui qui avait fait les jeux Siberia puis l'Amerzone. À la fin des années 90, début 2000, là, des espèces de jeux d'aventure point and click et tout, qui avaient quand même bien marché. L'Amerzone, d'ailleurs, qui était à la base aussi une enquête de l'inspecteur Canardo. Je dis une enquête, mais c'est vraiment genre un genre de Columbo alcoolique qui fait jamais rien pendant que tout le monde meurt de façon tragique alentour de lui. Je le recommande chaudement, mais M. Socal est décédé donc la semaine dernière, le 28 mai 2021. Donc, ça me rend quand même très triste. Je veux pas te rajouter à ta peine, Laurent, mais toi qui es amateur du mème, du Spider-Man des années 60 derrière un bureau en train de se toucher, Oui. ce fameux mème C'est exactement ce que je suis en train de faire. Bon, oui, Tout le monde est en train de faire les mystérieux étonnants, puis I'm just here. Sitting, c'est tout ce que tu fais, Laurent. Ouais, voyez-vous ben, mes mains? Le voice actor, focus, le voice actor est décédé, c'est un Canadien.
Il est mort à 90 ans, le bonhomme. Il est encore actif encore aujourd'hui. Le voice actor de Spider-Man. Oui, des années Fait qu'il parle 60. comme s'il y avait un masque tout le temps. Là. Ben là, j'imagine qu'il n'y avait pas un masque dans la vraie vie. Là. Le monsieur était une vraie personne. Dans mais- les derniers Un temps, précurseur, on pourrait dire. Ouais. Oui, dans le dernier temps, il portait son... Tout le monde le reconnaissait à ça. Parce qu'il avait un masque. sûrement. Attends, wow, c'est la voix, c'est la voix de Spider-Man. D'ailleurs, en parlant de ce mème-là, Oui. je me suis fait un petit cadeau en m'achetant le Daily Bugle en Lego. Oh, L'as-tu fini? Ah, tu l'as acheté? Shit. Ouais, ok, ouais. wow. Non, je ne l'ai pas fini. C'est quand même long et je prends mon temps aussi. Là, mais c'est le fun à faire. Mais il y a un étage où il y a le bureau. Ils ont refait le bureau du mème. Pour vrai? Ah oui, Ouais. le même. OK, le même est là. Il est représenté. Ouais, et tu peux Wow. asseoir ton petit Spider-Man derrière le bureau. Ouais. Il y a comme un petit cadre J'adore. avec la face de Oh, wow. Spider-Man. Puis, ouais. Excuse-moi, j'ai mal compris. Est-ce que tu l'as commencé, ce Oui, je l'ai Lego-là? commencé, c'est ça. Puis ça va être quand même une grosse épopée. Je veux dire, t'en as pas plusieurs jours. Là. Oui, exactement. Je pense que je suis rendu à moitié, puis je l'ai commencé la semaine passée. Fait que, Il y a combien de Colin. pièces? je le sais pas par cœur, là. Allez checker. Je vous montrerai quand je l'aurai fini. Là. Mais Oui, dans j'aimerais l'annonce, il ça. disait que c'était un de ceux qui avait le plus de morceaux. là. Ouais, j'en ai parlé dans le cadre des Mystérieux. C'est cool. Vous avez Beaucoup écouté de quand je parle. bonhommes aussi. Mais non, C'est impressionnant comment c'est pensé, la construction, puis Mhm. c'est vraiment plus pour enfants. En tout cas, c'est pas dans les collections pour enfants. Puis ça paraît, là, mais non, c'est c'est vraiment immense. fun. là. Ouais. Mm. J'ai trouvé comment Étienne m'a écrit. Là, j'ai trouvé comment rajouter finalement des extraits. Fait que, voulez-vous qu'on en écoute un? J'aimerais savoir. Ok, Oh, oui. on va aller écouter ça. Voir si ça marche. Là. Salut Benoît, salut les mystérieux. Premièrement, bon anniversaire. Félicitations pour 700 épisodes. C'est tout un accomplissement. C'est vraiment cool. Je sais pas pour toi, Benoît, mais je pense que, tu sais, nous autres, Trois-Bières, on approche bientôt 500 épisodes. Et ce qui est vraiment satisfaisant là-dedans, puis je pense que tu ressens la même chose aussi, c'est pas juste atteindre ce niveau-là, c'est vraiment de regarder de haut tout le monde qui ont parti leur podcast dans les 2, 3, 4 dernières années. Puis juste de les mépriser. Puis d'être comme... Ça vous a pris du temps avant de réaliser que c'était cool puis libre de faire ça, hein? Bande de crétins. Ça, je pense que ce sentiment de supériorité-là qu'on a face à tout le podcasting québécois qui a commencé à exister il y a 4-5 ans, il n'y a personne qui peut nous l'enlever, Benoît. Il n'y a absolument personne. Puis si quelqu'un essaie de te l'enlever, là, dis-le moi. On va aller les pousser dans l'escalier. N'importe quel escalier, peu importe où ils sont, n'importe qui c'est, je m'en sac. Je suis prêt à t'aider à pousser quelqu'un dans un escalier, Benoît. Mais sinon, plus sérieusement, c'est ça. Félicitations. C'est super le fun. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir à l'émission et de déblatérer, de parler de trucs de pop culture puis de nerd avec toi, avec Jake, avec Laurent, avec Simon et peu importe les autres invités qui peuvent être là. C'est toujours vraiment, vraiment plaisant. Sinon, un bon souvenir que j'ai face, c'est pas nécessairement une affaire de mystérieux, mais te rappelles-tu quand on a été voir Kaido, une des fois qu'on a été voir Kaido, un grand moment, et que je me suis moqué à gorge déployée de l'acteur principal de Kaido, sans savoir qui il était dans la salle où on l'écoutait, et je me suis senti extrêmement mauvais, extrêmement mal après ça, mais je me souviendrai toujours de toi qui s'est reviré de bord, je pense, pour me pointer du doigt et rire de moi et de faire un ha-ha à la Martin dans Les Simpsons. Non, pas Martin dans Les Simpsons, voyons, c'était dans Nelson dans Les Simpsons. Voilà. Martin, c'est le nerd. C'est ça. Nelson, c'est le bully. Mais un ha-ha à la Nelson dans Les Simpsons, Je me souviens pas d'avoir fait ça. tu sais, je me rappelle de ça, quand je pense à Kaido, je pense à plein de choses, mais je pense à ce sentiment de honte et immédiatement à toi qui se moque de moi. Et je dois dire que ça adoucit un peu la honte de ce souvenir-là. C'est vraiment comique. Alors, félicitations pour 700 épisodes. Je t'en souhaiterais pas 700 autres, parce que c'est tout de même énorme. Ça devient quasiment un chemin de croix à un moment donné. Mais mettons 100,
ou 200 autres pour commencer. Ben, 300. Puis là, après, 500 de plus si tu les veux. Bon. Bon épisode et bon anniversaire. Merci Yannick. C'était Yannick Belzile de Trois-Bières et des Oh. Voyeurs de Vue. Qu'on a On vu l'a d'ailleurs vu ce samedi. week-end. Ben oui, il est J'étais venu. contente. Ben Ce oui, que j'ai- j'aime de Yannick, c'est qu'il n'y a que des émotions positives. même dans sa haine, il est positif. Mais c'est de l'amour, ça. Oui, oui. S'appelle-moi, je vais pousser les gens dans l'escalier avec toi. C'est génial. J'avais pas vu ça comme ça, Yannick, mais j'avoue, je vais développer ce sentiment de supériorité avec joie. Il est très drôle, Yannick. Oui, vraiment drôle. Merci, Yannick. Puis je me souviens pas d'avoir ri de lui, mais je me souviens de sa face. Kaido, qui était le film du gars de la vidange humaine là, de Michel Brûlé, qui avait jamais été diffusé. Ouais, Feu peut-être, on sait plus. Là. Qui a jamais été diffusé, qui a jamais été projeté nulle part, puis il y a du monde qui ont mis la main là-dessus. On est allé voir une projection, genre, entre guillemets, pirate. Et le gars était juste en arrière, l'acteur principal. Et quand il s'en est rendu compte, c'est parce qu'on l'a appelé à l'avant. Et la face de Yannick, là, c'est plate, on est en podcast, vous n'allez pas pouvoir le voir, là, était la... Si vous regardez surprise dans le dictionnaire, c'est le visage qu'il avait. C'était comme... la bouche grande ouverte, les gros yeux en orbite. C'était débile. C'était vraiment, vraiment En drôle. plus, Yannick, il peut être taquin ou il a un bon sens de répartie, mais c'est foncièrement une bonne personne. Oui. Fait que, je le crois qu'il a dû Il a dû se sentir mal, Il, ben oui. il doit encore se sentir mal. Ben oui, ben oui. Mais merci pour ton témoignage. Vas-y donc, Marie-Lune. Moi? OK. Oui, c'était à toi. Ou c'était à Simon, hein? C'est Simon, excuse-moi. C'est Simon. Oui, suivez l'ordre que j'ai établi. OK, je vais continuer dans ce que j'ai commencé il y a 2-3 épisodes, je me souviens plus, de vous parler de rip-off de Indiana Jones. Oui, Que qui est un j'ai courant. Oui, oui. Oui. Le premier que je vais vous parler, c'est un film qui s'appelle Le Temple... non, Les Amazones du Temple d'Or. Donc, je vais essayer de montrer la pochette pour ceux qui nous regardent live. C'est... OK. C'est un film co-réalisé par Jesus Franco et Alain Payette. Alain Payette qui a fait le classique L'émir préfère les blondes. On attend. OK. Je voulais créer un malaise. Oui, je sais. Donc, l'histoire, en fait, c'est il y a comme un genre d'explorateur qui trouve une mine où il y a de l'or dedans. Puis là, cette mine-là est protégée par des Amazones. Et là, quand les Amazones se rendent compte qu'il prend de l'or, ils s'en vont le tuer chez eux. Et ils tuent lui, sa femme, et là, il y a leur petite fille qui est là, puis là, elle, ben finalement, elle grandit, puis elle se fait élever par des gens dans la jungle. Puis elle n'apprend pas à mettre un chandail. Fait que, et nu boule tout le long du film. Mm-hmm. Parce que ça fonctionne comme ça dans les films d'exploitation, ça a de l'air. Écoutez, ce film-là, premièrement, les Amazones sont joués par des Scandinaves et aussi qui sont en Afrique, parce que ça a l'air que les Amazones sont en Afrique. Et ça se passe dans la jungle, mais il y a un moment donné, on voit comme des chars passer sur une autoroute dans le fond. C'est comme... J'adore ça. Okay. Ouais, j'aime ça quand ils font ça par accident. C'est ça. Puis, le film est très, très cheap. Et c'est le genre de film que t'as comme des idées de beat dans le film. T'sais, il va arriver des affaires. Puis toi, en tant que spectateur, tu sais exactement où ça s'en va. Mais que ça avance pas, puis là, t'as juste hâte qu'il aboutisse. C'est comme quand quelqu'un te raconte une longue histoire qui pense qu'il est comme super cool parce qu'il t'en raconte là, d'une bonne façon, là, longue, avec plein des détails. Puis Comme toi, un rêve, admettons. Là. genre. Quelqu'un raconte Puis- un rêve. Puis là, t'as juste le goût de dire « Ouais, mais je sais ce qui se passe. Vas-y, aboutis. » Fait que ça ressemble à... C'est ce film-là, c'est pas très bon. Mais c'est vraiment comme un pas bon qui m'a diverti. Donc, faites avec ça ce que vous voulez. D'accord. Et après, là, je vais vous parler de la trilogie Je m'endors sur la fin.
La fameuse trilogie, le classique. Oui, un de ces classiques-là. Le premier film, c'est Les Aventuriers du Cobra d'Or. Donc, c'est un autre film. En fait, la première fois, je vous ai parlé de rip-off de Indiana Jones, je vous ai parlé de 2 films réalisés par le même gars qui était Antonio Margaretti. Mais là, c'est encore Antonio Margaretti. Et c'est le même cast que dans son autre film qui était le Temple du Dieu Soleil, dont je vous ai parlé. Mais c'est une suite? Non, c'est ça. C'est aucunement une suite. Et même, le Temple du Dieu Soleil se passait dans l'époque contemporaine dans laquelle, c'est sorti, mettons, en 85, là, ça se passe en 85. Okay. Là, celui-là, ça se passe dans les années 40. Mais c'est les mêmes acteurs. Et là, c'est ça, tu sais, un soldat américain, puis un genre d'espion britannique qui se mettent ensemble pour essayer de trouver une relique qui s'appelle le Cobra d'Or et il y a des pouvoirs surnaturels, je sais pas trop. C'était comme correct, puis à un moment donné, c'est ça, je me suis endormi, puis j'ai pas eu le goût de le revisiter pour le finir. Fait que c'est ça. Dans l'autre sur lequel je me suis endormi, c'est le Trésor des 4 couronnes. J'ai une question logistique, mettons. Est-ce que c'est toute une soirée, genre que là, tu t'endors, puis là, tu reviens, puis t'es comme, je vais en partir un autre, puis là, tu te rendors sur celui-là aussi, ou c'est genre plusieurs soirées? C'est plusieurs soirées. OK. Et même, il y en a un, c'était un après-midi, mais bon. Celui-là, c'est ça, The Treasure of the Four Crowns, réalisé par Ferdinando Baldi, qui a entre autres fait le premier Django, l'original. Et ça m'en va être un certain Tony Anthony. Tout un nom. Tony? Ouais, ben un peu, oui. Et là, ce film-là, c'est un film 3D. Tu sais, c'est filmé pour le 3D. Puis ils vont te le dire tout le long. C'est ça. Fait qu'il y a plein de flèches qui arrivent, puis de crayons qui se font pointer, puis tu sais, tout ce qui peut être dans ta face est là. C'est juste que là, c'est pas une version 3D que j'ai regardée. Ouais, t'as pas les lunettes, fait que ça non, c'est ça. Puis, fait tu sais, le premier 20 minutes, il n'y a aucun dialogue. C'est juste le personnage principal qui essaie de reprendre une relique dans un tombeau pendant 20 minutes. Puis là, toutes les affaires. Il se fait attaquer par des singes, puis par des chiens. En tout cas, c'est juste que... C'est toutes mes affaires, presque. Oui, je sais. C'est vrai. Puis Laurent, il essaie pas de voler la relique, il fait juste flatter les singes. Il fait juste flatter les singes. Focus, Laurent! J'ai plein d'amis! Est-ce que tu suis le singe capucin George sur Instagram, Laurent? Non. Est-ce que je devrais? Oui. Je vais t'envoyer le lien. Toi qui aimes ça. Moi, j'ai juste hâte de voir quand il va péter sa coche, parce que j'ai tant l'impression qu'il est à 2 doigts d'arracher la face de ses maîtres, mais c'est peut-être moi qui projette. C'est un capucin, c'est gentil. C'est puissant. Le pire que ça peut faire, c'est te filer des virus. Oui, comme dans Épidémie. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. On veut regarder ce film-là en ce moment, c'est une très bonne idée. Continue, Simon, excuse-moi. Ça va. C'est l'affaire, c'est ça, c'est qu'après ces 20 minutes-là, il se fait demander par quelqu'un du gouvernement de aide-moi à trouver un autre relique. Parce que c'est ça que tu fais dans la vie. Puis là, il est comme non. Puis là, il dit ah ouais. Puis là, il dit OK. Fait que là, il ramasse son équipe de gens, tu sais, avec leur spécialité. Puis avant qu'ils se rendent à comme la dernière demi-heure, là, où ils vont aller chercher l'objet, je me suis endormi. On dirait la fille dans Godzilla versus Kong qui se fait convaincre, on sait pas pourquoi, d'amener King Kong quelque part. Là. Ah ouais, come on. Et le dernier film, c'est La légende de la perle d'or. Et je dois tout de suite dire que sur la pochette, il y a un gars qui est là, puis que ce gars-là n'est pas dans le film. Puis il est en évidence en plus là, de ce que tu nous montres. De loin de même, il ressemble un peu à genre Johnny Cash dans les années 80 en plus. Ben oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas Johnny Cash. Aurait-il été coupé au montage? C'est dur à dire. En fait, je pense qu'il n'y a rien sur la pochette qui a rapport dans le film, où c'est comme quelqu'un qui a vu le titre, on va dessiner quelque chose, puis ça va être ça, mais c'est pas ça. Et je dois dire que c'est le meilleur des 3, la trilogie, que je me suis endormi dessus, parce que j'ai écouté la fin après.
Ah bon, je me suis t'étais dit, motivé. je vais le finir parce qu'il était bon. En fait, oui, c'est un rip-off d'Indiana Jones, mais c'est aussi très... c'est très asiatique comme film, c'est-à-dire, tu sais, ça aurait pu clairement être Jackie Chan dans le rôle principal, mais là, c'est un autre gars que je connais pas qui s'appelle Samuel Yui et le cinématographe, celui qui a fait la direction photo sur le film, c'est le même qui a fait Crouching Tiger, Hidden Dragon. Wow, OK, quand même. Ouais, puis il y a des batailles là-dedans, tu sais, des chorégraphies de combat, puis il y a aussi des effets spéciaux, puis sérieux, c'était vraiment différent des autres, que c'était juste un peu cheap. Celui-là, il y avait comme du budget, il y avait une histoire, puis tout ça. C'est un peu niaiseux en même temps, là, parce que là, il faut qu'il trouve une perle d'or qui comme, selon la légende, est arrivée avec un dragon. Puis là, il y a comme des moines dans l'Himalaya qui disent que c'est leur religion, mais finalement, c'est un certain... comment il s'appelle? Howard Hope, joué par Bruce Barron, qui a fait beaucoup de films de ninja avec Godfrey. Et que là-dedans, il joue le gars qui veut récupérer la perle d'or parce que c'est un objet qui va lui permettre de retourner chez eux sur une autre planète. Wow, OK, là, ça vient de jumper Ouais. shark. Ouais. Wow. Et là, à la Besoin fin... d'aller là? À la fin, quand il retourne sur sa planète, le vaisseau qu'il quitte a l'air d'un dragon. Fait que c'est pour ça que tout le monde pensait que c'était un dragon. Ben oui, c'est ça. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que dans le film, il y a comme tout le long du film, il y a comme des méchants, mais finalement, ils sont jamais méchants. Puis là, à la fin, tout le monde est comme « Ah oui, on va s'aider ». Puis c'est ça. Mais donc, je le suggère. Sinon, ça s'appelle The Legend of the Golden Pearl ou The Legend of Johnny quelque chose. J'ai pas fait ma recherche, mais... Johnny Cash, d'où la pochette. D'où la c'est pochette. peut-être ça. C'est peut-être pour ça. Mhm. Mais ouais, voilà. Parfait. Je vais Marilyn, continuer à Oui. visiter ce monde-là. Le Indiana monde. Il en Jonesque. reste beaucoup? Ben moi, il m'en reste pas tant, mais c'est sûr qu'il y en a plein d'autres. Hmm. Fait que, excuse-moi, Marilyn. Vas-y. Can't wait. Moi, j'ai une nouvelle super importante de Calmar. Des calmars. C'est des nouvelles de SpaceX. Je le sais que je devrais pas aimer SpaceX, mais... Pourquoi tu devrais c'est- pas aimer SpaceX? Parce que Elon Musk, puis c'est pas nécessairement la science, puis il y a l'éthique est vague là-dedans, mais c'est des fusées, puis c'est de l'espace, puis c'est ça. Une nouvelle. C'est pas un Donc- endossement parce que t'en parles. Là. Non, j'ai pas donné une hostie de scène. Donc, là... parce que j'en ai pas. Ouais. Donc, le 3 juin, il y a une Ben là, autre Hydro-Québec fusée... t'a redonné des... Ben oui, c'est ça. là. Hydro-Québec m'a redonné 30 pièces. Justement, Hydro-Québec vous suggère de. Là, c'est comme, ouais, de quoi tu parles, Marilyn? Puis là, un t-shirt, là, puis elle est devenue la nouvelle mascotte. J'ai un number one phone d'Hydro-Québec. Yeah! Et pour vrai. Donc, SpaceX a envoyé une autre fusée parce qu'il n'arrête plus d'envoyer plein de petites fusées dans l'espace vers la station spatiale pour faire des tests différents. Mhm. Donc, le 3 juin, il y a la fusée, elles ont puis leur nom. La capsule Dragon s'est détachée de la fusée Falcon après le décollage. C'est-tu le Dragon du film à la conquête de la perle d'or? Non, c'est pas le même qui a Sûrement. envoyé. Non, c'est pas le même. Ils ont dit... Elon l'écoutait, il a fait un bat, il l'écoutait, c'est clair. Ouais, il est allé au podcast de Joe Rogan, puis ça a tout fait du sens pour lui, hein, fumer un bat. Oh my God. Ben, le nom de son enfant, c'est le même nom que l'extraterrestre dans le film. Il y a vraiment un lien entre Elon Ça Musk me- et ce putain de film. Ben, au moins, ça, tu sais, ça Une ferait série enfin de du chiffres, sens. Oui, quand même. Enfin une explication. Why? Mm. Donc, la fusée, la capsule Dragon s'en va sur la station spatiale, est partie de la Floride le 3 juin, et il y a des calmars à son bord et aussi d'autres éléments vivants. Ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est de voir l'effet de la pesanteur sur l'interaction entre les bactéries. Donc, les bactéries et leurs hôtes, leur interaction en apesanteur, parce qu'on ne sait pas encore pourquoi, mais dans l'espace, l'interaction n'est pas la même. Il y a des effets différents et ça impacte le système immunitaire, le système nerveux, et ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment le contrôler. Donc, ils vont étudier les calmars, ils vont finir par à la fin, ils vont les congeler et les amener sur la station spatiale pour les étudier et finir par les ramener ici.
Et ça va permettre, en fait, de protéger la santé des astronautes dans l'espace en étudiant comment les protéger contre les bactéries ou comment augmenter leur système immunitaire ou protéger leur système nerveux dans l'espace. Donc, peut-être que j'ai dit tantôt que c'était pas super éthique, SpaceX et tout ça, que c'est pas nécessairement pour l'avancée de la Surtout science, pour mais les calmars. pauvre calmar. Ça, c'est-tu les premiers calmars dans l'espace? Oui, c'est les premiers calmars. Ben, tant qu'à moi, il y retourne parce que les Ah, calmars, c'est très. Ah oui, c'est- ils viennent de là. Mais moi, tout ce que Probablement. j'ai lu la nouvelle puis j'avais juste faim. Mais J'ai faim pendant que t'en parles. Ouais, c'est drôle, je pense plus à des genres de calmars humanoïdes, là, un peu comme le docteur Zoidberg. Là, dans Ouais. Futurama. What did you Genre, say ils ont about comme my des mother? sauts, mais ils ont des faces de calmars. non, pas ceux, pas ceux-là. Mais donc, on va avoir des nouvelles. Ils vont pouvoir protéger nos astronautes dans le futur. Donc, c'est quand même très, très cool. Cool. Qu'est-ce que j'avais, moi, dans mes affaires? Ah ouais, un truc qui m'a surpris, mais il y a deux légendes ou des figures du horror show host qui vont se rencontrer. Et c'est quand même exceptionnel parce qu'il y en a une qui est décédée, mais ils vont se rencontrer sous le format d'un comic book. Donc, c'est rare qu'on parle à l'émission de Dynamite Entertainment parce que souvent, ils font de la crap. Ils font, en fait, plus souvent qu'autrement de la crap. Mais le 4 août prochain, ils vont publier le premier numéro d'une mini-série qui va mettre en vedette The Mistress of the Dark, on parle d'Elvira, et The Merchant of Menace, Vincent Price, qui est décédé, qui était aussi un horror show host bien connu. Donc, les deux personnages au sein du comic book vont unir leurs forces pour essayer de retrouver dénicher les bobines d'un film mythique qui aiderait à prévenir l'apocalypse d'un dieu égyptien. Donc, ben ouais, c'est ça. Donc, Elvira meets Vincent Price va sortir le 4 août prochain. Ça va être écrit par un certain Devin Avalone et dessiné par Juan Samu, que j'ai vu, qui a travaillé entre autres sur Black Panther, Transformers. Le dessin est quand même très bien. Il est sorti en noir et blanc. Ils ont mis des extraits sur Internet sur le site de sci-fi, syfy.com. Très cool, très très bien fait. Puis ça a l'air d'être d'un ton plutôt léger et humoristique, comme on le connaît, ceux qui sont associés à Elvira. Je ne le savais pas, mais les deux se sont rencontrés de leur vivant, ben en fait du vivant de Vincent Price. Ils faisaient des personnages, ils faisaient des duos, des duos invités sur des talk shows où ils parlaient de c'était quoi être un horror show host. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, en fait, c'est des personnages fictifs liés à l'horreur qui sont là pour présenter des films. Et Elvira et Vincent Price sont deux des plus populaires, mais il y en a plein aux États-Unis. Mais Vincent Price aussi, c'est plus un acteur. Aussi, c'est ça. Il a joué dans beaucoup Ouais. de films. Mhm. Elvira, c'est pas mal tout le temps le personnage. Ouais. Ouais. Puis Vincent Price, pour les gens qui ne le savent pas, mais dans le cadre de la bande dessinée, va apparaître comme un genre de fantôme. Un fantôme gentleman. D'ailleurs, la page couverture, Comme tu le dans vois, il Star donne un petit bec sur la main d'Elvira qui est charmée par lui. Bon. Donc ça sort en août, si vous êtes amateur d'Elvira. Vraiment le genre d'affaire que je suis comme, je suis pas mal sûr que c'est de la crap, mais j'ai vraiment le goût de le lire. Ouais, je vois genre. Ouais, tu veux juste, t'es intrigué, tu veux voir ce que ça a de l'air. Ouais, c'est ça. C'est comme, ça me parle tout ça, mais c'est sûr que ça va pas voler haut. Genre. On verra. Sinon, il y a Deadline qui rapporte que la série Jupiter's Legacy, qui vient de voir le jour sur Netflix, n'aura pas de saison 2. On n'en a pas beaucoup parlé à l'émission. Moi, je l'avais vu. Déjà? Ouais, mais c'était en supposé être la première d'une série de saisons basée sur la bande dessinée de Mark Millar. Il n'y aura pas de deuxième saison. On a opté du côté de Netflix d'adapter plutôt Super Crooks, qui se passe dans le même univers, mais qui est centré sur les vilains de cet univers de super-héros. Donc, en 2017, pour vous rappeler, Netflix avait acheté Miller World, qui est en fait la compagnie de Mark Millar, pour toutes les propriétés qui étaient liées à sa maison d'édition, pour créer un catalogue de personnages uniques. Et c'est un peu dommage parce que même si j'ai vu plusieurs critiques négatives par rapport à Jupiter Legacy, entre autres les costumes, la direction artistique qui était très cheap, et je suis plutôt d'accord, mais je trouvais ça intriguant. C'était une série où on joue un peu avec les codes des super-héros, où chacun est un peu un avatar d'un personnage qu'on connaît dans la culture pop, dont le Superman est le personnage principal, mais c'est pas Superman. Puis bon, son fils est Superboy, mais c'est pas Superboy. Puis la première saison finissait sur un gros cliffhanger qui sera finalement peut-être jamais adressé. On verra pour le futur de Jupiter Legacy, mais le lien d'affaires entre Netflix et Miller continue. Donc peut-être qu'éventuellement ils vont revisiter la série. En tout cas, l'univers, j'espère bien. Je pense que mon problème, c'était le rythme.
rythme est très particulier, ouais. Il aurait pu C'était lent. C'était très lent. Ouais, Ça faisait très CW, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. C'est du vieux CW sirupeux où on se concentre beaucoup sur l'histoire des personnages parce qu'on n'est pas capable d'aller nécessairement explorer les autres zones. Puis les costumes aussi étaient très cheap, mais j'ai l'impression que c'était voulu. Ouais, ça m'a moins dérangé. Donc, Mais ouais, effectivement, c'était très cheap, mais ouais, voulu. j'étais plus intrigué par l'origine des pouvoirs des personnages que par l'histoire principale. Ouais, puis c'est ça qui me gardait Aussi. attaché, puis c'est ça que je trouvais qu'il aurait pu régler très rapidement, mais ils l'ont étiré. Ils l'ont étiré, puis avec raison. Comme ça, on est resté attaché Ben, au moins c'est ça. tout le long de la première saison. Mais écoute, en fait, la manière aussi qu'ils ont présenté ça, là, je l'ai un petit peu plus dans les détails. Ils ont comme dit un peu, OK, chaque saison qui se passe dans l'univers de Jupiter Legacy, c'est une facette de l'univers. T'sais, ils vont un peu à la American Horror Story, où est-ce que chacune des saisons, c'est un peu dans le même univers, mais c'est pas les mêmes personnages, même que c'est des acteurs qui reviennent, mais c'est pas les mêmes personnages. Et puis, mais je pense que c'est un peu de la bullshit. Ils ont juste annoncé la saison 2 était terminée, puis là, après ils ont dit ouais, mais là, chaque saison, ça va être une anthologie, quelque chose tiré d'une anthologie, mais ça n'a jamais été annoncé comme ça. Là. Ça retourne sur un Il titre. n'aurait pas fini ça comme ça. Donc. Non, pas avec le cliffhanger qu'on a eu malheureusement. Je pense que ça vaut quand même la peine. Puis, écoute, moi, ça m'a donné envie de lire la bande dessinée, qui est dessinée par Frank Whiteley, qui a un style assez unique et très minimaliste, si je peux dire. Au moins, ça fait une pub pour la BD. C'est good for it. Là. J'espère qu'elle sera pas sold out, mais écoute, c'est là où je vais avoir ma suite parce qu'elle n'arrivera pas sur Netflix demain. Voulez-vous écouter un autre petit extrait que j'ai chargé dans le système? Yes. On va aller écouter ça. Oui, Benoît, c'est le barbier en bas de chez vous. Serait-il possible de baisser le ton quand tu fais ton podcast? Dérange mes employés avec tes mopettes, pis tes Ghost Trek, pis tes Starbuster. On a manqué 2 Backwave pis 4 Man Bun lundi passé à cause de toi. Première et dernier avertissement. C'est clair? Sinon, je vais monter mon beat pas mal fort. Ben, merci à toi, mon barbier. Qui n'est pas mon barbier, mais qui est le barbier en bas de chez nous. Le beat n'est plus là. Je sais pas si ça va t'avertir par quelqu'un d'autre, mais pour l'instant, ça va. Par Je pense contre... qu'il écoute le show. Peut-être, ça se pourrait. Montréal, c'est petit, hein. On découvre tout le temps des affaires. En tout cas, ouais. Puis, mais le restaurant à côté de chez nous a commencé à trouver que c'est une très bonne idée de diffuser les matchs du Canadien sur sa terrasse à travers ses enceintes. Parce que tout le monde est hockey. C'est ça que hockey. pour de Moi, je suis vrai, hockey, sur mon hockey, balcon, j'entends crier. Fait que Je sais. ça se peut faire Ça, bien. ça ne fait ça que dans les séries, d'habitude. Tu Ouais, le sais, Écoute, sans checker la game. Quand, tu le sais, c'est moi, quoi j'ai le score. bleu, blanc, rouge tatoué sur le cœur. Go sport! Je sais pas, là. Go les rouges! Ouais, go quelque chose. OK. Ronald Laurent. Corré. Ouais. J'ai comme une nouvelle que je sais plus si je savais, puis que j'avais oublié ou si je l'ai appris. La clique revient. Tu formes de pas... parlé de ça? On Ouais, sait oui, plus. que- Ouais, Marilyn en a Oui, parlé. mais il n'y avait pas encore beaucoup d'informations comme d'habitude. C'était comme, hey, ça revient, mais on n'en sait pas plus. Si j'ai bien compris, on fait une campagne de socio-financement qui a marché. Fait que là, ils sont en train de faire un film de la clique, des Undergrads, dans la version originale. Mais qui a regardé ça dans la version originale? Ici, personne. Non, au Québec, on l'écoutait en français avec la clique. On l'écoutait en français. On a Entre 2 épisodes de Simpsons. C'est ça. Littéralement. Télétoon nous a gavé des mêmes 12 épisodes de la clique à tous les jours pendant au moins 15 ans. Ouais, minimum. Mais moi, ça m'a pris du temps à me rendre compte qu'il y avait juste une saison, c'est ça, 12-13 épisodes 13 en épisodes. loop. Oui, puis moi, j'ai réécouté tout le temps, de toute façon. Genre, je sais comme, ah oui, c'est un bon épisode, celle-là. Fait que là, il y a un film, The Undergrads, qui s'en vient. Je sais pas à quel point c'est pertinent en 2021. Je sais pas à quel point Good Charlotte, c'est pertinent en 2021. Qui faisait la chanson thème, on se rappelle. Mais là, ils cherchent du monde pour travailler sur le film. Donc, si vous avez la possibilité de travailler au Canada et que vous êtes un character designer, un location designer ou un storyboard artist, ça embauche là-dedans. Fait que si jamais vous avez grandi avec ça puis ça vous tente de travailler dans le dessin animé pour le film de la clique, Si seulement on connaissait des gens qui font les storyboards. Ben oui. c'est ça, hein?
Fait que il y a le email pour envoyer votre CV, c'est undergradsproduction@gmail.com. Sinon, vous trouverez les infos sur la page Facebook Bring Back Undergrads. Chercher des Voilà. adjointes administratives. Peut-être. Écoute, la proposition ne le disait pas, mais je pense qu'on ne perd rien à essayer. Est-ce qu'il cherche quelqu'un qui pourrait incarner Nitz? Parce que moi, je trouve que j'y ressemble beaucoup quand même. Oh C'est vrai my que t'es un God, peu net. oui. Tu vas faire du motion capture pour venir. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est malade. Moi, j'aimerais ça aussi que Simon et Vidéoville écrivent la nouvelle chanson thème revampée plutôt que Good Charlotte. Fait que envoyez tous vos CV. C'est petit, là, le Canada. Peut-être qu'ils vont l'entendre. Ben, écoute, on sait pas. hein. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Voulez-vous écouter un autre extrait ou... Ben ouais. Oui. OK, on y va. Ça, c'est les extraits que vous avez laissés pour la 700e, puis on les passe parce qu'on n'a pas pu tout faire jouer. Là. Salut les mystérieux, moi ça doit faire au moins 12 ans que je vous écoute. Puis ce que j'aime le plus, c'est votre évolution avec le temps. Il y a des contributeurs qui partent, puis des nouveaux qui arrivent. Puis il y a le studio aussi. Au début, c'était Chaque Point LOL, puis ensuite on a eu les shows de cuisine, puis le studio chez Franfois, puis là ça se passe sur Zoom. Une belle évolution. Mais la constante, c'est le plaisir que j'ai à chaque mardi matin à faire play sur mon lecteur de podcast, puis de vous écouter dans le transport en commun. Merci pour toutes ces belles années, et j'espère que vous en aurez encore pour 700 autres. Ben merci à Simon, à 12 ans, qui nous suit quand même. Quand même, hein. Ben Ça oui. devrait- Ça va contribuer à rajeunit mon... Non, ça ne me rajeunit pas. Ça va contribuer à mon sentiment de supériorité de podcast, dont Ouais, Yannick c'est parlait clair. tout à l'heure. Ben oui, c'est ça. C'est juste mentalement, tu viens de pousser tellement de monde dans les escaliers. Ok. L'effet domino, là. Simon, t'avais quoi, toi? J'ai pas d'autres choses, mais je peux vous parler brièvement de mon expérience à jouer à Red Dead Redemption 2. Oui, parce que t'avais adoré le 1. Je me souviens que t'avais beaucoup joué au premier. Ouais, puis là, c'est ça, je viens de finir le deuxième, que j'ai commencé un peu après Noël. Et c'était tout un voyage. C'est quelque chose, ce jeu-là. J'ai pleuré. T'as pleuré? Ouais, Wow. ouais. L'histoire est tellement bonne, les personnages. Le personnage que tu incarnes est magnifique et aussi. Maintenant, tu as une option que tu peux. Là, tu sais, c'est drôle parce que j'en parle comme si personne avait joué à ça, mais ça fait un bout là, que le jeu il est sorti. Mais vous me connaissez, moi, les jeux vidéo, je suis on the cups of the new thing. Je connais tout. T'es à jour. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Le gameplay est excellent. L'histoire m'a donné beaucoup d'émotions. Et le fait que tu peux bonder avec ton cheval, OK. ça, c'est une des meilleures affaires. Mais il y en a qui jouent puis qui switchent de cheval tout le temps. Moi, j'ai gardé le même tout le long. Et ce qui a causé beaucoup d'émotions, sans spoiler rien, vers la fin. Donc, je vous conseille de garder votre cheval tout le long du jeu. Ouais, non, c'est ça. Vous voulez pleurer, genre? Genre, ouais. L'as-tu appelé à Triou, genre? Quelque chose comme ça? Je l'ai appelé Artax? Christmas. Christmas. Oh. Ce qui est drôle, c'est que ton personnage, tu sais, parce que tu peux tout le temps peser sur un bouton pour encourager ton cheval pendant que tu le rides. Ouais. Puis là, le gars, il dit « Oh yeah, girl. Great girl. » Oh. C'est tout le temps un peu comme ça. Mais ouais, non, c'est ça. C'était juste, je voulais juste le mentionner puis vous dire que si vous hésitez à jouer, parce que moi, c'est ça, au début, j'avais peur. Les critiques disaient que il y avait trop d'affaires à faire. Puis J'ai que ça vu ça, devenait ouais. comme une job, Mhm. tu sais. Puis parce que tu peux choisir de juste ramasser un sac de grains puis aller le porter dans la petite cage où il y a des poules, tu sais. Mais t'es pas obligé de le faire. Mais si tu le fais, Tu peux le faire. c'est ça, c'est comme un peu du slow game à la place du slow TV, tu sais. Mais je m'en allais où avec ça? C'est ça, ça me faisait peur. Puis au début, ça m'a pris un peu de temps avant d'embarquer, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe, puis là, t'es dedans, puis là, tu veux continuer l'histoire. Puis le fait que c'est comme c'est un prequel au premier, mais que tu sais, tout fait du sens, puis toutes les affaires que tu te demandais qu'est-ce qui se passait dans le premier, c'est tout expliqué. En tout cas,
C'est génial, Rockstar. Je pense que vous avez un fan à vie parce que Wow. chaque jeu vous sortez, c'est incroyable. Puis là, en jouant à ça, puis en voyant la map qui n'a aucun bon sens, comment qu'elle est grande, j'ai juste hâte au prochain GTA parce que ça n'aura pas de bon sens. Que voilà. Génial, merci. Hey, Tu pourras Simon, jouer en j'ai... ligne avec Bastien à GTA. J'ai appelé l'autre témoignage, Simon, c'est parce que le lecteur est juste par-dessus ton nom, mais c'est pas c'était Thierry qui nous a laissé un message tout à l'heure, c'était pas Simon. Alors, je suis désolé. Thierry. Et voilà. On a un autre extrait. Ça vous tente avant de passer à Marilyn? OK, on y va. J'écoute Les Mystérieux depuis votre émission spéciale sur Capitaine America, je pense en 2010 ou 2011. Vous m'avez, je veux dire, charmé par votre authenticité puis les opinions que vous aviez. Par la suite, j'ai pas manqué une semaine, puis j'ai même réécouté tout le backlog Patreon depuis plusieurs années. J'espère encore que vous êtes là pour plusieurs années. Vous me faites passer à travers ces moments difficiles et longs et plates de la pandémie et même de la vie ordinaire. Longue vie aux mystérieux. Team Jake. C'était correct juste à la fin. Almost! Et je pense que lui aussi s'appelait Thierry, mais t'es correct. Juste à la fin, t'as... En tout cas. God damn it, Thierry. On t'aimait presque. Moi, je prends pas parti. Ouais, non, toi, t'es la Suisse. Ouais, moi, je suis la Suisse. Moi, Laurent prend pas parti, puis quand il y a j'aime tout le concours, monde. tout le monde gagne. C'est ça. Voilà. Hey, parlant de concours, on avait dit l'autre fois qu'on ferait tirer les étés indiens, puis on l'a pas fait à la 700e. On peut le faire tirer à travers le prochain extrait. À la personne qui est dans le prochain extrait. J'ai pas de parti pris, là, c'est comme vous voulez. Et voilà. Bon, C'est ça cool. sera la prochaine personne. Attends une minute. Mais vas-y, Marilyn, il te restait quoi toi, dans tes affaires? Je pense que c'était à toi. T'es sûr? Oui. Oui, il me semble que oui. Moi, c'est, tu sais, quand on dit l'ensemble de la culture populaire, là, Mhm. on voit Ouais, les calmos. on voit le filet vraiment loin, mais c'est de l'éducation. En fait, c'est quelque chose que j'ai vu cette semaine que je trouve très, très cool. L'Université de l'Alberta a mis des cours gratuits pour Indigenous Canada. Mhm. Donc, c'est des cours universitaires, c'est 12 leçons complètement en ligne, 21 heures de leçons gratuites, évidemment, contribution volontaire et encouragée, mais c'est quand même très, 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 très correct si vous voulez apprendre gratuitement. Ils encouragent aussi à apprendre. Donc, par contre, c'est tout en anglais, mais il y a des sous-titres, donc des sous-titres dans 6 langues, dont le français, et c'est des vidéos, et il y a des cliff notes, il y a des notes aussi, on peut prendre des notes pendant, parce que cours en ligne, vidéo, on peut mettre sur pause. Et donc, c'est ça, 21 heures, 12 leçons, il n'y a pas de temps limite, donc c'est très flexible, c'est pendant aussi longtemps que vous voulez les tirer. Et c'est sur, donc, la vie des Native canadiennes, mais aussi américaines. Donc, ça peut être sur l'historique, mais sur aussi les enjeux contemporains, l'art, la politique, l'activisme, leurs traditions. Et c'est juste des spécialistes et juste des Native canadiennes qui donnent le cours et qui ont fait les recherches. Je trouve que c'est vraiment super cool. C'est la faculté des Native Studies qui a fait ça. Donc, juste aller sur l'Université de l'Alberta, vous pouvez vous inscrire n'importe quand. Vous avez 21 heures de cours, vous faites n'importe quand. Wow, c'est donc génial. À temps perdu. Je trouve ça vraiment T'es-tu cool. inscrite, Marie-Lune? Oui, je me suis inscrite. J'ai pas encore commencé, mais comme c'est des leçons, c'est 12, tu peux en faire une par semaine, à temps perdu la fin de semaine, le soir, sur ta pause du dîner. Donc, Ben, c'est intéressant. Tu sais, moi, je sais pas pour vous, là, je suis un petit peu plus vieux de mon côté, mais c'est pas le genre de matière qui enseignait à l'école. Donc, tu sais, mes connaissances au niveau des Premières Nations sont quasiment nulles. J'en parlais l'autre fois avec justement avec quelqu'un. Je dis, tu sais, pour vrai, je le sais pas. C'est genre, tu sais, puis je me souviens du langage que les gens avaient par rapport aux gens des Premières Nations quand j'étais jeune. Tu sais, c'était très typé, là. On l'entend encore aujourd'hui. Vous savez exactement de quoi je parle. Mais je sais rien. Tu sais, puis ça serait une bonne Puis on manière a pris de... la version, malheureusement, qui ont été écrites dans les livres d'histoire. Ah ouais, les c'est histoires ça. qui ont été écrites par des hommes blancs, donc qui ont choisi l'histoire qu'ils voulaient raconter. Donc, tout ce qu'ils ont fait de mal, tout ce qu'ils voulaient pas qu'on sache n'a pas été écrit dans les livres d'histoire. Donc, il y a un gros pan de notre propre histoire et c'est honteux, mais c'est pas tout à fait de notre faute, mais c'est quand même notre
responsabilité maintenant d'aller chercher cette information-là. Notre système d'éducation est mal fait pour ça, mais moi aussi, je me suis rendu compte et je me suis renseignée. Sur TikTok, je suis maintenant beaucoup des créateurs natifs et tout ça, et je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de choses que je ne savais pas. Et que faut remédier à ça. Comme un bassin culturel qui est là, tu sais, puis qu'on savait même pas qu'on pouvait y avoir accès. Mon fils va quand même vers une école un petit peu spéciale, dans un programme spécial, et eux, ils revoient l'histoire un peu avec la vraie histoire, entre guillemets, et essaient d'aller de plus approfondir ce que nous, on a appris, parce que si je compare ce que lui apprend, ce que nous, on a appris, là, les maisons longues et les tipis, là, notre éducation fait déjà très, très dur. Nous autres, ça se limitait au chip yum yum pas mal. Là, oui, ça ressemble à ça. Donc, je pense qu'on a du chemin à faire. Puis déjà qu'ils mettent cette information-là gratuitement à notre disponibilité, je pense que c'est à nous de faire l'effort d'au moins s'éduquer dans ce sens-là. Écoute, tant qu'à écouter des séries de vidéos sur les ovnis cette semaine, je pourrais faire ça. Parce que j'en écoute un petit peu trop. Mix it up un peu. Voulez-vous entendre... équilibré, au moins. Ben, un chacun, tu vois. L'important, c'est l'équilibre. Voulez-vous écouter un autre extrait? Oui. Allons-y. Bonjour, ici Simon. En fait, j'aimerais vous féliciter pour votre 700e. Je suis ce qu'on pourrait appeler un nouvel auditeur, puisque je vous écoute depuis environ 200 épisodes. Mais j'aime vraiment beaucoup votre podcast. J'ai l'impression à chaque semaine que je rencontre des amis gays qui ont des discussions, puis c'est vraiment ce que j'aime à propos de votre podcast. Votre camaraderie aussi là transparaît vraiment bien à l'audio, donc c'est une raison importante pour laquelle je vous aime. Puisque ça fait environ 4 ans que je vous écoute, j'apprends à vous connaître aussi, puis j'ai accumulé quelques questions que j'ai toujours voulu vous demander. D'abord, Ben, quel est ton album favori de Blake et Mortimer? T'en parles tellement souvent que c'est sûr que t'en as au moins un qui est favori. Marie-Lune, j'aimerais savoir, en fait, quel est ton épisode préféré de Mandalorian, ou sinon WandaVision, peut-être un des deux. Jake, grand fan de Star Trek devant l'éternel, je voudrais savoir, en fait, quel est ton meilleur épisode de Next Generation. Simon, bien sûr, ton récit de Lovecraft préféré, s'il te plaît, j'aimerais vraiment savoir. Et Laurent, ton super-héros de DC favori, ça, c'est vraiment une question à laquelle j'aimerais qu'on me réponde. Aussi, si Johan est là, je le connais un petit peu moins, parce qu'il est moins présent là, dans les 200 derniers épisodes, mais c'est lequel de tes enfants, ton préféré? Donc là, je sais pas, la pandémie achève, puis l'avenir s'annonce très beau, donc longue vie aux mystérieux étonnants. Je vais répondre pour Johan parce qu'il peut pas répondre. Fait que c'est sûrement Damien. OK. Fait que... Qui c'est-là? Mais je reconnais sa voix. C'est Simon du Discord. Il écoute la lutte avec nous autres le dimanche. Hey, félicitations, Simon du Discord, parce que tu gagnes une copie dédicacée des étés indiens. Oui, c'est vrai. T'es sûr qu'il le mérite? Oui, il le mérite. Mais juste pour la question, est très inventive. Mon préféré, je suis obligé de répondre la marque jaune parce que ça a l'air que c'est le classique du lot des Blake et Mortimer. Les autres c'est aussi le seul que tu as lu. Merci, parce que ça vaut pas la peine de lire le reste. Tu regardes la pochette, t'es excité, tu commences, tu fais comme tabarnak dans quoi je me suis embarqué. Je peux-tu répondre pour Jake? Je connais pas les épisodes. J'aime Star Trek, mais je connais pas les titres par cœur. C'est comme les albums, les tunes des albums, je connais pas les noms. Je peux pas répondre pour Jake pour Star Trek. On lui posera la question la semaine prochaine quand il sera avec nous. Ouais. Toi, Simon, ton récit de Lovecraft préféré? C'est très difficile de choisir, mais parce que là, il y en a beaucoup, puis c'est une grosse œuvre, puis ça a influencé tellement de monde. Fais un top 10. OK, check bien. Mon top 10, je te dirais La Cité sans nom. Sinon, la musique d'Erich Zahn, pas pire celle-là. C'est sur Wikipédia en ce moment? Non, pas du tout. L'Abomination de Dunwich, ça, écoute, ça a influencé Del Toro, là, puis Stephen King. Aussi La Maison de la Sorcière, qui est en 1932, oui. Ouais. Là, je suis rendu à combien, là?
6, on va OK. dire. Il y a aussi le classique, tu sais, c'est celui que tout le monde ramène, là, mais c'est La montagne hallucinée. Ben oui. Parce que c'est ça. Bien Mais d'accord. c'est pas mon préféré, mais c'est dans mes préférés. Je te dirais celui qui hantait les ténèbres. Ça, c'est tout un gros morceau. Aussi, le modèle de Pickman. Ça, il y a moins de monde qui le connaissent, mais Deep cut, quand même. est important. Puis je pense qu'il m'en reste un. Hein? Vas-y Au donc pour la moins, route. au Ouais, on Parce te laisse. que là, c'est mon préféré. Parce que c'est... Il a écrit ça quand il était jeune. En 1917, c'est Dagon. Oui. Parce que c'est une affaire sur... c'est un vieux dieux. Ouais, ben ça se passe Ouais, un pendant dieu la Première Guerre mondiale. Là, puis Ouais. il y a une intertextualité parfois sur les mythes de Cthulhu, parfois sur les grands anciens. Moi, Tu sais, il y a j'ai- des fenêtres puis des la noirceur. Justement, il n'y a pas... des tentacules. Il n'y a pas l'appel de Cthulhu dans ton top 10? Non. J'aime le audacieux. concept. J'aime beaucoup le concept de Mais l'appel Simon- de Cthulhu, mais je trouve que c'est pas celui qui est le mieux écrit. J'ai une question pour toi, Simon, parce que j'ai entendu dire que Dagon était le récit favori du fondateur de Die Woods, les fameux sous-marins qui sont pas subway. Est-ce que c'est vrai? Je te On dirais... pose des questions importantes. Ouais, ben c'est ça. Là, il y a deux écoles de pensée là-dessus. Oui. C'est un peu comme la poutine, là, tu sais. Fait qu'il y en a qui pensent que oui, mais c'est dur de trouver les preuves. Fait qu'il n'y a pas tant de monde qui font le lien, mais tu te souviendras sur un des menus. Tu sais, une fois, on est allé chez Tagwood il y a très longtemps. Oui. Puis sur le menu, il y avait une affaire qui était écrit. Attends, c'était quoi déjà? C'était oui, le sandwich in Smouth. Oui. In the Mount of Smouth. Oui, ben c'est ça, le cauchemar de Smouth. Puis c'était. D'après moi, tu sais, il y a un lien. Là. À moins que ce soit le franchisé qui a décidé. Non, moi, j'ai décidé que Dagon s'est inspiré par. En tout cas. Mais on s'entend que le sous-marin le plus populaire chez Dagwood, c'est celui au calmar, donc il y a clairement, puis au poulpe, là, donc il y a clairement un lien à faire entre ça. Et Ben c'est ça, puis entre l'espace, puis la noirceur, le vide cosmique. C'est ça. Ouais. Parfait. Écoute. Puis est-ce qu'on sait c'est quoi le récit de Lovecraft préféré de Mike Gauthier? Madonna. Merci. Marilyn, toi, tu y échappes pas. C'est quoi ton épisode préféré de Mandalorian? Moi, mon épisode préféré, je vais faire ça très court, c'est celui où il y a Luke Skywalker. Ah ben tu viens de spoiler pas mal la série pour ben Ça du me monde. prendra, mes estis. OK. Toi, ton personnage moi, j'ai pas préféré. répondu. C'est ça, Ouais, j'allais dire. mon ouais. Écoute, je le sais Batman, même pas. clairement Batman. Et clairement. Pour vrai, je sais pas si c'est un héros ou un vilain, honnêtement. Mais depuis que je connais l'existence de Gorilla Grodd, all the way mon préf. Parce que c'est un gros gorille, t'aimes ça. toi. Parce que c'est un gros gorille. Un gorille. Là, je sais plus où on en était. Je sais pas si on était avec Laurent, ça se peut-tu? Je pense que oui. Oui. Tu voulais-tu entendre un extrait avant ou tu veux faire ta nouvelle? Ah, vas-y. OK. Salut, c'est Sarah Provençal. Moi, je vous ai découvert grâce à mon frère il y a quelques années. Depuis ce temps-là, j'arrête pas de vous écouter. Vous êtes mon moment préféré du lundi. Sinon, je m'ennuie beaucoup des moments pré-pandémie où est-ce que je pouvais aller vous voir live au Comic-Con de Montréal avec ma sœur. Ça, c'était notre moment préféré de l'année. Je vous souhaite encore des longues années. Mais là, on a converti les trois provençales. On a-tu un sandwich chez Dagwood, justement? Non, mais attends, c'est pas la sœur provençale des biscuits? Des fameux biscuits à Noël chez Isidore? Oui, c'est ça. Ah, ben, Colin. Donc, la c'est sœur ça. de Jean-François. Jean-François Provençal. Fait que peut-être pas un sandwich chez Dagwoods, mais au moins des biscuits. Des biscuits. Ben, pour Simon et On n'a plus d'adresse physique, c'est top de se faire livrer des nouveaux biscuits, par contre. Peut-être au moi, j'ai prochain une adresse sujet. physique pour des biscuits anytime. Envoyez le fan mail chez Laurent, qui a une nouvelle pour nous, Laurent. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait une nouvelle de trame sonore en vinyle qui était d'adon avec ce dont on parle au show souvent, en fait. Et c'est vraiment un spécial Simon Chénier cette semaine.
Ben voyons. En fait, si jamais vous ambitionnez de posséder la fameuse chanson de Wild Stallions en collaboration avec Mozart, Kid Cudi et un homme préhistorique. La fameuse chanson qui a sauvé l'univers et le temps entier dans Bill and Ted Face the Music. Ouais. Eh bien... Bah, ça. Ben, écoute, oui. Ah, puis Louis Armstrong aussi, si C'est ma vrai. mémoire est bonne. Oui, c'est vrai. Écoute, Mondo sort une édition spéciale de la trame sonore de Bill and Ted Face the Music, dont on a parlé à l'épisode 665. J'ai fait mes propres recherches. Génial. À la place de mettre Ben on the spot. C'est ça. Et Mondo fait aussi 2 collaborations avec un autre label qui s'appelle Enjoy the Ride Records. La première, c'est la trame sonore du film Miami Connection. Ben oui, hey, je l'ai commandé. Hey. Hein? N'est-ce pas? Je savais que ça te parlerait. Je l'ai commandé en version cassette. Oh, c'est encore mieux, en Ouais. fait. Ce fameux film, donc, douteux. J'ai checké, on n'a jamais parlé au show, mystérieusement. Non. En tout cas, pas un show exclusivement là-dessus. Donc, qui est un mix de genre de... C'est des kids qui font... C'est quoi? C'est pas Ils des font kids, du karaté, c'est ça l'affaire. puis- Ah ouais. Non, c'est du monde de 37 ans qui disent qu'ils en ont 20. Qui jouent hein. des kids. C'est ça. Ouais. Qui font du karaté, qui ont aussi un band Mm. parce qu'ils sont des amis et ont un band. Ils habitent C'est bien ensemble, bon. puis c'est des orphelins. Oui, ah oui, c'est vrai. Et Tout le temps, le- c'est des C'est orphelins. weird. Le nouveau poster du film a été fait par François Simard de RKSS. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et l'autre trame sonore qu'ils font avec Mondo / Enjoy the Ride Records, c'est Hard Ticket to Hawaii. Je l'ai déjà. Hein, tu vois, donc le fameux film de Andy Sidaris, dont on a parlé à l'épisode 606 des Mystérieuses Étonnants, Bravo. alors que Simon renaît le show pendant que Ben était à Fantasia. Donc, allez belles réécouter années. ces shows-là. On va vous donner le goût de voir ces films et vous aurez le goût d'écouter la musique aussi. Nul doute. Mais Très faites vite bon. parce que, en tout cas, ceux de Miami Connection puis de Hard Ticket to Hawaii sont quand même plutôt limités. Donc, Surtout, ratez pas. Je sais pas si tu as vu, mais il y a une version ultra limitée que c'est pour Hard Ticket to Hawaii. C'est un vinyle avec du sable dedans puis des lames de rasoir, comme dans le Ah, film. ouais. Ah non! Ouais, Oui, parce ouais. qu'on se rappelle qu'il pitch un frisbee avec des lames de rasoir. Ouais. Dans ce film-là. Ce film-là. Non, ok. j'ai pas vu cette version-là, mais c'est mieux que tout ce que je pouvais rêver. Ils sont malades. Ils sont vraiment extraordinaires. OK. Toi, Marilyn, reste quoi? Non, hein? Je pense que tu avais fait le tour. Non, j'ai fait le tour. OK. Ben moi, aussi, j'avais une couple d'affaires dont je voulais vous parler avant qu'on passe en pause. Il y a le tournage de Flash qui a commencé en avril dernier à Londres, donc le film basé ou librement inspiré sur la mini-série Flashpoint écrite par Jeff Jones et Andy Kubert, dont on a parlé à l'émission. Laurent, tu peux aller regarder sur le site internet justement à quel épisode. Non, mais vas-y. C'est chacun son tour, hein? Qui t'écrit pour... J'aime pas ça, finalement. Non, mais regarde, tu vois, c'est à chacun son tour. Donc, un film qui a été écrit par Christina Hodgson, donc qui a aussi fait Birds of Prey. Ça se passe dans un univers post-apo où The Flash va essayer de sauver sa mère, et là, il y a un effet papillon, l'univers est modifié, et donc The Flash se retrouve dans un univers complètement différent. Et on le sait, ça va mettre en vedette 2 versions de Batman, dont celle incarnée par Ben Affleck, et Michael Keaton, après plusieurs mois de spéculation, a confirmé sa présence. Un des derniers trucs qui restait, il hésitait à cause de la COVID. Là, il a accepté, puis on en a parlé dans le cadre des Mystérieux Étonnants. C'est réalisé par Andrew Muschietti, qui depuis avril présente plein de trucs sur Instagram. Et là, la dernière chose qu'il a présenté, c'est le fameux logo du costume de Batman avec des gouttes de sang, rappelant bien sûr le fameux macaron smiley de Watchmen. Et là, le logo de Batman semble être celui tiré du film de Tim Burton des années 80. Donc, ce qu'on va voir Michael Keaton non seulement dans le film en tant que Batman, mais dans le vieux costume qu'on a connu, pour lequel on l'a connu. Ça reste à être confirmé, mais je trouve ça très cool. C'est pas mal confirmé que Wonder Woman et Jason Momoa vont être présents, là, Ouais. Marilyn. Donc, Gal Gadot, Wonder Woman, Jason Momoa, Aquaman. Et bien sûr, Ezra Miller qui va jouer Barry Allen, sorti le 4 novembre 2021. Donc, non, attends, c'est impossible. Sûrement 2022. Je peux pas croire que ça va être déjà à l'automne. Ouais. En tout cas, on va regarder ça tantôt. m'apparaît mais vite. Ça m'apparaît, moi aussi, très, On n'a très même, vite. on a même pas de trailer de Spider-Man encore. Là. Fait que, Non, on l'attend, le putain de trailer de Spider-Man. Mhm.
Oui. Ben, on a parlé de Flashpoint. Ben, Oui. Je dis j'étais clairement pas là parce que c'était à l'épisode 235. C'était en septembre 2011. Wow. Colin, Good Time, c'était... Ça ouais. fait presque 10 ans de cela. Oui, je sais. Bon, écoute. C'est bon, le temps passe. OK. Sinon, un truc qui aussi a plus ou moins bien vieilli, mais je trouve que le monde sont durs avec, mais on parle du film de Super Mario Bros. De 93, qui est l'adaptation du jeu vidéo, qui mettait en vedette Bob Hopkins dans le rôle de Mario, Dennis Hopper dans le rôle de Koopa, qui était finalement Bowser, et John Leguizamo qui joue Luigi, avec Samantha Mathis qui jouait la princesse Peach. C'est connu comme une adaptation qui manquait. Donc, très peu de matériel de la série de jeux vidéo a été vraiment bien adapté au grand écran. Il y a eu beaucoup de reshoots et de réécriture donc sur le plateau, ce qui a fait en sorte qu'il y a plusieurs scènes qui n'ont jamais été vues du public. Et malgré le fait qu'une partie du public déteste le long métrage, il y a une autre qui l'adore. Et depuis quelques années, il y a des gens qui essaient de retrouver les fameuses scènes qui ont été tournées, qui ont été effacées au montage. Et il y a en mai 2019, il y a du monde qui ont retrouvé une VHS sur laquelle il y avait des scènes perdues, des scènes plus longues et une nouvelle scène. Ben, cette version-là a été rajoutée au montage du film d'origine. Donc, une version longue du film de Mario Bros. De 2h et quelques. Et comme c'est légal à télécharger, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, ben, quelqu'un l'a mis sur archive.org. Donc, vous pouvez aller télécharger, si vous voulez, la cote qui s'appelle la Super Mario Bros. De Morton Jankel Cut. C'est disponible sur Internet Archive. Et c'est 2h et quelques de matériel avec des scènes rajoutées, des scènes plus longues. Je suis quand même curieuse de voir qu'est-ce qui a été coupé. Qu'est-ce qui n'était pas assez bon pour ce film-là? Ouais, ben c'est pas tant que c'était bon, c'est que il y a eu beaucoup de réécriture sur le plateau, ça fait en sorte qu'il y a des trucs qui ont été mis, qui ont été écartés, mais à date, tu sais, en même temps, c'est comme une drôle de curiosité, là, le film est sorti en 93. Je suis quand même curieuse, mais c'est le film qui avait le pire placement de produit, le placement de produit le moins subtil ever. Là. Il y a une petite bombe, là, les petites bombes qui ont du crank qui marchent. Puis quand il passe en dessous, il y a un sticker, je pense Nike ou une marque de... Je pense que c'est Reebok. Oui, Reebok, ça fait ça. J'étais comme, oh boy. Mais tu vois sur le chat en direct qu'il y a des gens qui sont intrigués là, d'aller voir le film. C'est disponible, là, vous pouvez le trouver facilement. Oui. Je voudrais... j'ai fait une recherche rapide sur le site des Mystérieux Étonnants. Oui. On n'a jamais fait d'épisode sur le film de Super Mario non plus. Par contre, j'ai une nouvelle qui est très 2013 ici, puisque on se rappellera que le site des Mystérieux fut déjà aussi un peu un site de Nouvelle Geek. Oui. Jadis. C'est jadis. Donc, en 2013, on postait un article qui s'intitulait « Un Harlem Shake des Miami Heat avec LeBron James et Super Mario ». Bon, tu vois, il y a un lien. Harlem Shake. Voilà. Wow. Toujours au fait des dernières nouvelles. Et moi, je confirme que c'est 2022 pour la sortie de Flash. Donc, ouais, c'est ça. Là. Énervez-vous pas, là, ça sort pas en novembre, malheureusement. Puis, un dernier truc avant d'y aller, parce que je trouvais ça intéressant, ça a été partagé sur le Discord des Mystérieux Étonnants. Il y a un RPG qui s'en vient de Marvel. Il y en a eu dans le passé. Mais depuis l'acquisition de Disney de la compagnie, ça avait été écarté. On disait que la raison, c'était que les RPG, les jeux de rôle, étaient trop proches de ce qui était les jeux vidéo. Ils ne voulaient pas explorer nécessairement cette avenue-là. Il y a un nouveau qui s'en vient. Ça va s'appeler Marvel Multiverse Role-Playing Game. Donc, le titre dit tout, là. C'est écrit par un certain Matt Forbeck, qui entre autres travaillé sur la Marvel Encyclopedia, et une série de livres de Donjons & Dragons qui s'appelle Endless Quest. Donc, pour l'instant, c'est basé sur un nouveau système qui s'appelle le D616. Donc, un clin d'œil à Marvel. Et le jeu de rôle, le Playtest Rule, va commencer à circuler en 2022 et le jeu complet va sortir en 2023. Donc, le Playtest Rule, c'est souvent vous pouvez vous inscrire, vous recevez un PDF, puis vous pouvez tester finalement le jeu. Et en 2023, il va y avoir une sortie. Vous allez pouvoir jouer en tant que tous les personnages de Marvel ou une bonne partie, là, on s'entend qu'il y en a quand même des milliers. Là. Je tiens à dire que l'épisode 241, auquel je n'étais pas non plus, s'appelle, qui était en octobre 2011, s'appelait Marvel RPG et Batman Year One. Fait que ça a peut-être déjà existé. Ça a déjà existé, c'était publié chez Margaret Wise Productions, si je me souviens bien, mais là, ils n'ont plus les droits, mais j'ai ma copie signée par un des auteurs du jeu de l'époque. Donc, ouais. Bon, il va y avoir un nouveau système qui s'en vient. Avez-vous un dernier truc, sinon on peut y aller en pause? Parfait. Ouais, ça va, là. Excellent. Juste pour vous dire, merci à tous ceux et celles qui continuent à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Si vous voulez contribuer
faire en sorte que les Mystérieux Étonnants existent et qu'on produit les différents shows qui sont liés à notre univers, dont Noël chez Isidore et Terre Kaiju, qui vient de sortir un épisode pour dernier épisode de la saison 1 vendredi dernier. Vous allez sur mystérieuxétonnant.com, il y a un bouton en haut, en gauche, faites un don. Puis là-dessus, ça vous amène vos Patreon. Tous les dons sont réinvestis dans le projet. Il n'y a personne qui fait de l'argent avec ça et on va l'utiliser en masse parce qu'il y a quand même beaucoup de frais qui sont générés par le podcast. Ça paraît peut-être pas, mais quand même. Donc, achète d'équipements, de logiciels, plein de trucs. Sinon, en échange, vous avez un podcast qui s'appelle Bifurcation. En ce moment, on fait le cycle des albums du peuple de François Pérusse avec Guillaume Saint-Cyr dans Jazz de film et mon ami Rémi Fréchette. Je pense que cette semaine, exceptionnellement, il n'y en aura pas. On n'a pas pu en enregistrer à cause de plein d'affaires. Rémi travaille sur un film. Moi, c'était ma fête ce week-end, donc c'était impossible. Mais bon, il y en a absolument à chaque semaine un épisode de Bifurcation. Sinon, vous avez des Terres humaines chez Isidore, basées sur la télésérie très bonne, très beige, Terre humaine, animée par Simon Chénier, Étienne Forêt et sa copine Gabrielle Lisacolard, qui se fait chier à chaque fois que Simon et Étienne trippent sur cette vieille série-là. Donc, on vous donne du stock en masse et ça vous donne également votre contribution au Patreon, accès au Discord où il se passe des trucs jour après jour. Il y a tout le temps de l'action sur le Discord. Les gens se retrouvent pour jaser. Des fois, ils vont jouer ensemble. D'ailleurs, je vais adresser une préoccupation que les gens du Discord avaient. La semaine passée, il y a bien du monde qui pensait que le Discord allait fermer parce que, en guillemets, radiophonique, la pandémie est terminée. D'un, la pandémie n'est pas terminée. OK? Ça, c'est super important de vous le rappeler. Continuez à faire attention. De deux, même si éventuellement on s'en débarrasse de ce foutu virus, le Discord va rester ouvert. Donc, peut-être que cet été, les gens seront moins présents parce qu'il fait beau, puis pour la première fois, on peut peut-être voir plus de gens que l'année passée. Mais le Discord reste ouvert. Il n'y a pas de crainte. Moi, à ce niveau-là, j'ai déjà des plans pour octobre 2021. Ça va faire partie de l'expérience Halloween des Mystérieux sur Discord. Donc, inquiétez-vous pas, ça reste ouvert. Sinon, on est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher et Spotify. Toutes les autres plateformes de bullshit, tout le monde s'engueule pour des raisons obscures. On se revoit dans quelques instants avec le sujet de la semaine, la conquête du cosmos des éditions Papa. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Cette semaine, c'est une bande dessinée des éditions Papa, La conquête du cosmos de Alexandre Fontaine-Rousseau et Francis Desharnais. Et c'est Laurent qui a la bouche pleine de Philadelphia qui va nous en parler. Tue-toi pas, Laurent, parce qu'après, je vais me sentir cheap. Ben oui, j'ai avalé ma bouchée vite, puis là, il est pogné, c'est fin. Merci. Ah oui, de rien. Alors, La conquête de l'espace, c'est une forme de suite, pas vraiment suite, un livre que les deux auteurs avaient auparavant fait, qui s'appelait Les premiers aviateurs, que j'ai ici pour les gens à la maison, qui était une série de strips mettant en scène des pionniers de l'aviation, des strips humoristiques. On est dans la même veine ici, donc, mais plutôt que des pionniers de l'aviation, c'est des pionniers de l'espace, donc plusieurs scénettes mettant en scène des personnages de notre histoire astrospatiale, dont Laika, Yuri Gagarin, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins, qui j'oublie. Tout ce beau monde-là, en fait, ouais, c'est pas mal ça. Et des gens à la maison qui regardent l'alunissage. C'est fait en sobriété. C'est un peu exercice de style, moins que le premier, je dirais, là, où c'était vraiment une répétition de presque tout le temps la même case avec seulement le dialogue puis, qui changeait, ou des cases vides qui venaient poser une unité de temps. De quoi que Francis Desharnais avait beaucoup fait déjà dans ce que j'appellerais son chef-d'œuvre, La Guerre des Arts, où c'était un album entièrement composé de 6 cases différentes seulement qui alternaient entre eux, mais où ça créait un effet de timing comique. Temporalité. Une temporalité qu'on ne voit pas dans la bande dessinée, en général, parce que d'habitude, c'est genre... l'espèce d'ellipse qu'il y a entre les cases, c'est action à action, mettons, là, alors que là, ça donne vraiment un genre de rythmique comique, comme un stand-up, genre, qui est récupéré ici dans ce livre-là. Donc, je te dirais que le dessin est plus varié, malgré tout. Je veux dire, c'est subtil, mais il y a quand même beaucoup de changements dans les expressions, les personnages, les décors. Les objets se déplacent aussi lentement, par exemple, sur un satellite ou...
Mais c'est un peu basé sur le même principe là, de timing comique, très basé sur le dialogue. Mhm. Très bien décrit, Laurent. Écoute, Merci. Pour moi, un j'en gars qui avais avait la bouche pleine. Puis Ben, je savais ben, pas qu'il allait faire ça. Là, T'as plus 2. T'as plus 2 au niveau de l'exécution, c'est parfait. Moi, rapidement, je veux dire, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça rafraîchissant. J'ai aimé ça. J'ai ri pas mal souvent, en fait, en lisant la bande dessinée. Et je suis un de ceux qui connaît qui était le 3e astronaute sur Apollo 11, là. Donc Michael Collins. Et c'est donc, drôle parce qu'on avait parlé juste Ben, il est mort 2-3 semaines quand il est mort. le genre. 28 avril. oui, il est mort à la fin du mois d'avril. Hein, c'est ça, Marilyn, je crois. Oui, 28 avril 2020. C'était un artiste. Je pense que c'était un poète aussi. C'est un chic type, tout le temps très humble par rapport à ses contributions au programme spatial. Puis on s'entend, là, sans lui, les deux, Neil et Buzz, n'auraient pas pu revenir. D'ailleurs, il l'adresse un peu dans la bande dessinée. Il niaise pas celui qui fait en sorte que tu peux revenir sur Terre. J'ai beaucoup aimé de la manière qu'on les a représentés comme deux douchebags qui n'arrêtent pas de se traiter de El Gros puis de bro. Deux bro dudes astronautes. C'est comme un anti-casting. Mais... Surtout que, tu sais, mettons, quand il y a le film, là, First Man, puis tout, là, où tu sais, il est super drabe, là, puis... il est même trop drabe. Ouais, c'est ça, puis c'est super introverti, mettons, là-dedans, c'est vraiment genre, c'est limite, genre, il irait au Beach Club, puis sa lune, il n'y aurait pas de différence d'attitude, genre... Mais ça, c'est rapidement mon appréciation. Toi, Marilyn, t'en es où par rapport à la BD? C'est vraiment drôle. C'est vraiment fait comme des... En fait, c'est comme des sketchs. C'est comme si tu regardais... je sais pas, le mouvement de luxe, mais moins weird. Le langage est très familier. Donc, oui, ils se disent bro, ils disent dude. Donc, le langage, avec la dichotomie de c'est des scientifiques qui parlent de quelque chose de très sérieux, il y a quelque chose de absolument comique là-dedans. Des scientifiques un peu nono, mais sans être bêta, ils sont juste comme, mais là, je savais pas, là, c'est de ta faute, ils sont un peu, ils savent pas trop ce qu'ils font. Ouais. Il y a Laika, je suis sûre que Laurent était content. Laika, le premier chien allé dans l'espace. Ouais, c'était plus facile avec le chien, il posait pas de questions. C'est ma joke préférée de tout le livre, là. C'est ça, c'est quand ils sont comme, peut-être qu'on aurait dû avec un humain, puis là, toute la scène avec Gagarine, qui est comme, OK, mais le chien, vous l'avez ramené comment? Puis il fait tout le temps la question. Pendant tout un chapitre, ils le disent pas. Il y a un bout où ils disent, ouais, franchement, t'en poses des questions, le chien était peut-être juste plus courageux que toi. Puis il y a un des scientifiques qui répond juste, ouh, burn. C'est l'espèce de franglais québécois là, qu'on entend dans les bandes dessinées. Là. Parce que moi, je l'entends quand je le lis. Là. C'est un peu qu'on entend dans les bandes dessinées de Samuel Quentin. Mais là, c'est sous la plume d'Alexandre Fontaine-Rousseau. Je trouve que c'est tellement la bonne zone. Tu sais, t'as des Russes, t'as des Soviétiques des années 50 goulag. Qui parlent de même, qui font des jokes de goulag. C'est parfait, man. Puis de hockey. Et de hockey. Ouais. Oui, mais on peut-tu faire du hockey? T'es encore pogné là-dessus. Oui, c'est ça. C'est quand une bulle au cerveau. J'adore ce running gag-là aussi, là, que genre, comme ça dérape super vite à genre, OK, mais comment on peut jouer au hockey dans l'espace? Puis il n'est pas du tout question de ça au début, mais il reste. Le golf revient. Genre. Un de mes gags favoris, c'est quand le président Kennedy adresse la population à la télévision, puis il dit bonjour, ici John Fitzgerald. Kennedy. Puis tu vois que tu cherches ça, mais moi, je suis comme, c'est qui ça, Colin? Ah, Kennedy, oui. Fait que je sais pas si c'était un gang qui était volontaire de la part des auteurs, mais je l'ai tellement ri. Je OK. Je sais pas où il s'appelle Fitzgerald ou je sais pas. Je le prononce sûrement mal, là, mais c'est. Fitzgerald. Ouais, c'est ça. Mais un peu de critique. JFK, c'était pourquoi, tu penses? Ben, je sais-tu, moi, j'ai vu le film de l'autre, le Stone, puis c'est tout. Il y a des un peu des critiques, ils envoient un peu des jabs aux gens qui ont peur du communisme, ils sont comme, ouais, il faudrait que tu dises, là, on va dans l'espace, on va être les premiers, là, mais juste pour l'espace, c'est parce que c'est pour dire que le communisme, c'est sweet, là, c'est nice, le communisme, là, on s'en va dans l'espace. Ils le disent de même, d'ailleurs, les gens à la maison, c'est sweet, c'est nice. C'est encore d'actualité. Non, c'était vraiment drôle. Moi, j'avais beaucoup aimé son Pinkerton. Sa bande dessinée Pinkerton, je me souviens de l'avoir lu dans le métro et d'avoir fait peur à une petite madame parce que je me suis esclaffée vraiment beaucoup trop fort. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment du sketch, il y a du physique, il y a du punch, il y a du timing, le niveau de dialogue, il y a quelque chose là-dedans qui est incroyablement drôle, peu importe le sujet, puis c'est aussi très très beau.
La bande dessinée est très belle. Les images, c'est très... tu sais, c'est quasiment lent. Il y a beaucoup de double pages, super belles. Puis là, une petite niaiserie. J'ai beaucoup aimé ça aussi. Oui, puis même, tu sais, l'objet livre est magnifique, là, la maquette. Le montre genre, je le montre en ce moment, mais qui est vraiment basé sur l'espèce de des blueprints, les plans. Vieille propagande communiste, un peu carré, même la typo, tu sais, du nom des auteurs, les SBN et tout, c'est comme fait un peu, tu sais, look dactylo, mettons, là, un peu vieillot, mais je trouve que ça donne, tu sais, il y a vraiment un travail d'amour qui a été fait sur l'objet qui est vraiment, vraiment cool. Les teintes de couleurs, là, vieillies un peu, là. Super cool. C'est aussi le genre de bande dessinée, même si on spoil en dernière partie d'émission, qui est difficile de discuter parce qu'on a l'impression d'en révéler trop. Puis ce qui revient souvent, surtout à la surface, c'est les punchs des blagues. Dans ma tête. C'est ça, c'est parce que c'est pas un livre où il se passe tant d'affaires que ça. Dans le sens que c'est des bonnes. Il y a des excellentes blagues. Tu sais, moi aussi, j'ai ri souvent, mais genre, c'est ça, là, si on en parle plus, ça va être comme hey, cette joke-là est bonne, cette joke-là est bonne. Vous avez plus de surprise si jamais vous le lire, là. J'ai beaucoup... c'est genre de... Je le relirais, tu sais. Je suis sûr que je vais trouver ça encore drôle à la troisième lecture, tu sais. C'est un peu le danger pervers de ce type de bande dessinée-là, c'est de lire trop vite. Fait que là, tu passes au travers rapidement, parce que ça se lit assez rapidement. Puis là, tu es sûr que soit t'assimiles pas tous les gags, ou t'apprécies pas assez ton expérience. Il faut y retourner, t'as pas le choix, parce que justement, à un moment donné, t'es porté. Moi, je l'ai remarqué même au niveau ça, c'est mon problème, c'est pas eux, c'est pas la part des auteurs. Mais mon rythme de lecture il allait en accélérant presque. Parce qu'il y a beaucoup de carrés où il n'y a rien, où c'est la même photo plusieurs fois, qui sert justement à l'effet comique de suspension. Mais il faut faire attention en lisant ça, il faut prendre le temps. Mais ça, c'est des réflexes de lecteur qu'on pogne. Puis ça fait longtemps que j'essaie de contrer ça, là. Mais tu sais qu'on est porté à lire en tant que lecteur de phylactère à phylactère. Puis comme genre le dessin, on l'apprécie par notre vision périphérique. Comme par la bande, tu veux dire? Ouais, c'est ça. On a conscience de ce qui se passe, mais on le regarde pas vraiment, on l'analyse pas vraiment. Puis ce genre d'objet-là, c'est vraiment important de genre checker les nuances, checker le dessin, prendre le temps d'apprécier que oui, on t'a mis la même case 8 fois, mais c'est parce qu'il y a un effet qui est voulu avec ça, tu sais. Pas juste comme switcher la page d'après la prochaine bulle, tu sais. C'est comme... Mais ça, c'est du fine-tuning de lecteur que ça fait des années que je travaille dessus, là. Genre, ça fait longtemps que je réalise ça, puis qu'en bande dessinée, ça devrait pas être ça, tu sais. Il y a beaucoup de temps et d'amour qui est fait dans des BD, là. Dans le dessin. Prenez le temps de le regarder aussi. Prenez le temps de le regarder, tu sais. Il y a au début, un des effets pervers de cette manière de lire la bande dessinée. Au début, il y a un satellite, il y a Spoutnik, puis tu as deux voix, tu as deux personnes qui parlent de Spoutnik, puis tu fais juste... Tu es en mesure de les identifier parce que les bulles sont à gauche ou à droite. Là. Ouais. Parce que tu vois jamais les deux personnes sont en train de converser. Et je lisais justement assez rapidement. Et là, j'avais même pas remarqué que le satellite bougeait, mais très lentement lui aussi, parce qu'il fait une rotation autour de la Terre. Ouais. Et il y a ce petit genre de détail qui revient tout au long de la bande dessinée quand il y a une parade, quand Gargarine revient sur Terre, puis on le célèbre. J'aime qu'il est tout le temps dans son costume d'astronaute. Oui, on le voit jamais. Seulement de se fermer les ronds de poil. Il doit vivre un des meilleurs moments de sa vie. Puis là, c'est comme, bon, je vais-tu fermer les ronds de poil? C'est le genre de question que je me pose. Moi. Clairement. Mais j'ai adoré, puis il faut observer là, pour... Non, j'en aurais pris plus. S'ils font une conquête de l'espace 2, je vais go for it, man. Du cosmos, pardon, je suis parti de dire mais là, attends, là, c'est parce qu'on a eu les premiers aviateurs, la conquête du cosmos. Quel sera le prochain step? Quelles sont les grandes explorations des cieux? Après. Là, c'est parce qu'on va aller dans la science-fiction pleine. Là. Dans la montgolfière, là. Ouais, c'est ça. On vient un peu en arrière avec ça. L'exploration ça pourrait être juste des grands explorateurs, point. Là. Genre des grands... genre Christophe Colomb, puis l'Everest ou Marco Polo, mais genre le même genre de blague, mais avec des grands explorateurs. Aussi, ils pourraient juste faire d'autres choses. Ouais. Ça va être drôle. Ouais, c'est ça. On va le lire pareil, puis on va être content. Là, mais je sais pas s'il y a de quoi de prévu dans la même veine. Non, parce qu'il a aussi fait poulet... c'est quoi, c'est poulet grain? Poulet grain-grain, ouais.
Poulet Gringrin, c'est juste 2 dudes qui décident d'aller vivre sur une ferme puis d'élever des poulets. Tu sais, la prémisse est vraiment ordinaire, mais c'est aussi c'est bon. Crissement drôle. C'est vraiment drôle, c'est on point, il y a une critique, donc tout ce qu'il fait est vraiment très, très, très bien fait, très, très drôle. Ce qu'ils font. Oui. Ben écoute, moi j'ai pas d'autre chose à rajouter, j'ai comme pas envie de trop en parler pour pas trop en révéler aux gens à la maison. J'ai comme l'impression que c'est un sacrilège d'en donner davantage. Là. Mais ça vaut la peine, moi j'ai bien ri, c'est fait par 2 Québécois, c'est une maison d'édition québécoise. Si vous voulez encourager le local, surtout en ce moment, ça vaut la peine. Puis si vous connaissez un peu notre genre d'humour, puis vous voyez, je pense que les 3 on a apprécié, vous risquez aussi d'apprécier la bande dessinée. C'est un beau produit comme Laurent le dit. Tu sais, on avait fait un show, puis on a parlé presque à toutes les semaines pendant 3 mois de La Pitoune et la Poutine, qui je vous rappelle, le même scénariste. Donc, si vous avez aimé ça aussi, il y a comme, c'est pas tout à fait le même genre d'humour. On sent vraiment, il y a vraiment un gros travail d'adaptation à ses dessinateurs, mettons. Il avait fait Les Cousines Vampires avec Caton aussi, qui était aussi un autre genre d'humour, mais c'est tout le temps vraiment excellent. Super. Bon, écoutez, on se laisse là-dessus. Merci Laurent, merci Marie-Lune et merci à Simon qui n'était pas avec nous en deuxième partie parce qu'il n'avait pas lu la bande dessinée malheureusement. Il sera avec nous, j'imagine, la semaine prochaine. J'ai déjà le sujet de la semaine prochaine, par exemple. Je peux vous le dire, c'est rare, mais c'est parce que Jake m'a gossé là, pour qu'on le fasse, puis vous pouvez vous imaginer c'est quoi? Avez-vous une idée? C'est une affaire de Daniel Warren? Non. Non, ça va être le fameux... c'est Bo Burnham. C'est Bo Burnham Inside de Netflix. Donc, c'est rare qu'on sait c'est quoi le sujet la semaine prochaine, mais là, je peux vous le dire tout de suite. Allez l'écouter, c'est 1 heure, puis vous n'allez pas être déçus. Donc, on parle de ça la semaine prochaine. Défi accepté, je serai déçu. Et Jake va sûrement chanter, malheureusement. Oui, Jake va malheureusement probablement chanter. Bon, merci à vous autres, faites attention à vous.